Dans le monde des chasseurs, chaque mission est une lutte pour la survie. Explorons les moments de tension et d'action de cette histoire qui mélange magie, monstres et défis impossibles. Jin-Woo, un chasseur de niveau E, est sur le point d'affronter des ennemis puissants. Et à chaque pas, de nouvelles alliances et des décisions compliquées surgissent sur son chemin. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ses erreurs peuvent avoir des conséquences irréversibles. Comment va-t-il gérer la pression d'être le leader de son groupe? Et que fera-t-il en découvrant que ses pouvoirs sont plus qu'il ne l'imaginait? Ne manquez pas l'émotion de cette épopée. Restez jusqu'à la fin, et découvrez ce qui se passera lorsqu'il sera forcé de faire des choix qui changeront tout. Préparez-vous pour une histoire de pouvoir, de sacrifice et de grandes révélations. Tout commence avec Jin-Woo, se réveillant par un appel de sa sœur, où elle lui rappelle l'heure qu'il est, car aujourd'hui c'est l'entretien scolaire. Dès qu'il entend cela, il se lève et en peu de temps arrive à l'école complètement préparé. Tellement que Jin-Ah lui demande si c'est vraiment son frère, car elle n'est pas habituée à son apparence tellement améliorée et différente d'avant. Et de manière innocente, Jin-Woo lui répond que c'est clairement son frère, sans comprendre pourquoi elle se comporte ainsi. Elle commente que ce n'est pas qu'il semble étrange, mais c'est surprenant de voir à quel point quelqu'un peut changer autant. Pendant ce temps, les filles de l'école commencent à admirer le grand attrait de Jin-Woo, attirant beaucoup d'attention alors qu'il marche, dans les couloirs. Et comme on pouvait s'y attendre, Jin-Ah en profite pour demander s'il sort avec quelqu'un, et s'il veut qu'elle le présente à une amie, mais il se contente de lui tirer la joue pour qu'elle se taise. Quand il s'assoit avec la professeure pour l'entretien, elle commande que Jin-Ah est une bonne élève, très cordiale et avec de bonnes notes. Cela fait d'elle un exemple pour les autres, et à l'école, ils ont beaucoup confiance en elle. Les résultats indiquent qu'elle pourra entrer dans l'école de médecine qu'elle souhaite, donc elle ne juge pas nécessaire de la presser davantage. Avec cela, la réunion pourrait être terminée, mais il y a une question qu'elle aimerait poser. S'il aimerait que sa sœur travaille dans le monde des chasseurs, si un jour elle se réveillait en tant que telle. Cela le surprend, mais sans trop réfléchir, il répond que non et demande « Pourquoi ?» La professeure lui demande une petite faveur, s'excusant d'être égoïste. Plus tard, Jin-Woo rencontre Hansen. Il montre une photo où il est avec sa sœur, et elle devine qu'il est le frère de Jin-Ah. En comprenant mieux ses intentions, elle lui dit que peu importe ce qu'elle a entendu de la professeure, elle ne va pas à l'école, encore moins cessera d'être chasseuse. Face à cette attitude, Jin-Woo lui rappelle qu'elle est de niveau E, donc elle ne pourra pas avoir une vie digne, et sa seule option serait son équipe d'attaque. Mais il la considère comme un cas spécial. Hansen lui explique que s'il est venu seulement pour argumenter, il vaut mieux économiser sa salive, et mentionne le fait qu'il est aussi de niveau E. Calmement, Jin-Woo lui dit qu'il n'est pas venu pour lui dire d'arrêter d'être chasseuse, et sans plus, il lui demande de l'accompagner. Pendant un moment, nous voyons l'arrivée de Hwang Dong-soo de Corée du Sud où se trouve l'association. À l'aéroport, il est accueilli par Woo Jin-chul, et en le voyant, Dong-go mentionne qu'il ne s'attendait pas à une commission d'accueil de l'association. Jin-chul lui demande combien de temps durera sa visite. Ce à quoi Dong-go répond que ce ne sera pas long, car il n'aime pas ce pays. Malgré sa curiosité, Jin-chul demande s'il est revenu sur cette terre qu'il a abandonnée uniquement à cause de ces deux individus. Dong-go lui demande de ne pas faire semblant de ne pas savoir, car ce qu'il souhaite, c'est qu'il ferme les yeux pour lui et le laisse faire ce qu'il veut avec eux dans un donjon, en commençant par le niveau E, puis l'autre. Il demande si Jin-chul va l'en empêcher, impatient de le voir essayer. Mais Jin-chul lui fait clairement savoir qu'il a été envoyé uniquement pour faire son travail. Maintenant, nous voyons Choa discuter avec Gu, où il l'informe des fourmis ailées qui pouvaient voler. Malgré cela, les corps de ces créatures sont tombés dans la mer et peut-être qu'ils ne peuvent pas couvrir de grandes distances, du moins pour l'instant. Avec cette information, Gu choisit de les étudier, car il est trop tôt pour tirer des conclusions. Plus tard, Jin-Woo arrive à un portail avec Han, où il rencontre Seung-mi, et Hoon, membre du département de gestion de White Tiger Gold. Les deux sont ravis de le voir, car ils ne s'attendaient pas à une demande de sa part. Quand ils voient Han, ils supposent que c'est la fille qu'il veut entraîner, et Jin-Woo confirme que c'est bien cela. Han explique qu'il a demandé de l'aide au bon moment, car ils ont annoncé que plusieurs portails apparaîtront dans cette zone. Et un portail de niveau C est apparu récemment, ce qui semble très intéressant. Cette conversation est interrompue par l'un des chasseurs, qui informe qu'ils doivent se dépêcher. Avec le portail devant eux, ils s'excusent auprès de lui, et informent Jin-Woo que ce chasseur est Kim Chul, un chasseur de niveau A, qui agit comme un tank. Cette fois, il s'agit d'un exercice pratique pour les membres les plus récents, et celui qui va soutenir l'armée en tant que chef de l'équipe d'attaque. À ce moment-là, Hoon mentionne qu'il a été un peu irrité lorsqu'il a appris l'existence des observateurs, et on peut voir Kim se plaindre d'être le chef de deux chasseurs de niveau E en faisant référence à Jin-Woo et Han. Après cela, Sang annonce que l'équipe est composée d'un de niveau A, 5 de niveau B, 2 de niveau C, totalisant 8, soit 10 au total avec ceux de niveau E.
avant de partir, Okong. Jun suggère à Jinwoo de se limiter à observer lors de cette mission, puisque l'idée est que les nouveaux participent, ce qu'il accepte sans problème, car c'était son intention dès le départ. Au moment où tout le monde entre dans le portail, il commence à subir une transformation agressive. Jin se rend compte de ce qui se passe et attrape immédiatement la main de Han pour essayer de sortir, mais le portail les invite à rester. Il parvient à peine à dire à Sang d'alerter l'équipe d'attaque principale. Lorsqu'il est forcé de rester à l'intérieur du portail, il ne tarde pas à informer Baek, le chef de la guilde White Tiger, qu'un portail C est devenu un portail rouge. Cela fait rapidement comprendre à Baek la gravité de la situation. Alors, il se propose d'y aller immédiatement. Nous voyons maintenant que l'équipe s'inquiète du fait que le portail d'entrée n'est plus entouré par une forêt de neige. Kim leur dit que c'est un portail rouge et comme Hang ne sait pas ce que c'est, Jin lui explique que, contrairement aux portails normaux, en entrant dans un portail rouge, toute communication avec l'extérieur est perdue. Il n'est possible de sortir qu'en battant le chef ou en trouvant une faille dans le donjon, et ils ne peuvent pas être aidés de l'extérieur. De plus, les monstres de cet endroit sont plus forts que le niveau calculé. Soudain, une flèche est tirée sur l'un des chasseurs, le tuant en atteignant sa tête. D'autre part, une autre flèche qui se dirige directement vers Hang est arrêtée lorsque Jin l'attrape en plein vol. Il réalise qu'il s'agit d'elfes de glace. Et Jin, en les analysant, les considère comme habiles, car à une si grande distance, il est difficile de les voir, et il semble qu'ils attaquent les plus faibles. À ce moment-là, Kim élève la voix pour informer tout le monde que le portail rouge est isolé et que son niveau est B ou supérieur. Et en raison de son niveau, ils doivent suivre ses instructions pour pouvoir sortir vivants de cette mission. Et même ainsi, ils ne trouvent pas opportun de diriger tout le monde. Alors ils vont se diviser en 2 groupes à partir de maintenant. Ils décident d'emmener les plus forts, refusant l'opportunité au niveau C inférieur. Un jour ici équivaut à 1 heure à l'extérieur. Que ce soit en battant le chef ou en trouvant une faille dans le donjon, ils pourraient repasser des mois ici. Il est donc nécessaire d'alléger les charges en laissant les niveaux inférieurs derrière. Une fille de niveau B, Park Hye-jin, demande la permission de rester avec le groupe le plus faible, et il lui accorde cette permission, supposant qu'elle le fait par compassion. Elle s'approche de Jin pour lui demander si son niveau n'est pas celui qu'il prétend, car elle a vu comment il a attrapé la flèche quelques minutes plus tôt. Et bien qu'il évite de répondre, elle imagine qu'il est de niveau A, ou peut-être supérieur. Après cela, Kim leur dit que le groupe va suivre le chemin devant, tandis que lui et les autres iront dans la forêt. En avançant un peu, Kim montre à ses compagnons des éraflures sur les arbres qui sont faites par des ours de glace, et c'est pourquoi il croit que ceux de niveau E vont mourir. Cependant, en y réfléchissant mieux, il se souvient que ce groupe a un de niveau B et un de niveau C, donc il ne comprend pas pourquoi il considère Jin comme leur leader. À ce moment-là, quelques ours de glace s'approchent, mais Kim reste en avant pour les affronter sans problème. D'un autre côté, Park lui dit que cette forêt est le territoire des ours de glace et pense qu'il est dangereux de continuer par là. Mais Jinwoo explique que c'est justement pour cela qu'ils ont pris ce chemin. Si c'est le territoire des ours de glace, cela signifie qu'ils n'ont qu'à se soucier d'eux en sortant. Bien mieux que de devoir faire face aux elfes de glace intelligents, non? Elle est d'accord, car cela a beaucoup de sens. Jinwoo mentionne alors que la température dans le bosquet est très basse et sort de son inventaire quelques manteaux pour tout le monde. Ils sont surpris de voir qu'il utilise la magie dimensionnelle, car les meilleurs chasseurs qui maîtrisent cette magie peuvent normalement sortir seulement 2 ou 3 objets à la fois. Hang exige de savoir qui il est, en raison des choses qu'il est capable de faire, mais Jinwoo s'approche d'elle et lui dit qu'elle est là à cause de lui et qu'il s'occupera d'elle, mais seulement si elle évite de poser des questions. Il en va de même pour les autres, ne voulant que personne ne lui demande quoi que ce soit. À ce moment-là, un grand ours de glace apparaît, et la première chose que Jin fait est de changer son titre pour celui de tueur de loup, ce qui accorde 40% de dégâts supplémentaires contre tous les monstres de type animal. Pendant ce temps, Baek arrive de l'entrée du portail, et en raison de la difficulté de la mission, il espère que Kim pourra sauver tout le monde. Sang lui fait savoir qu'il y a aussi le chasseur Jinwoo, qui est de niveau E. Il croit qu'il a subi un second éveil, mais cela n'a pas encore été confirmé. À ce moment-là, Dong-sul arrive pour les saluer, mais Baek lui demande ce qu'il fait là dans leur zone, après tout, il était parti aux États-Unis. Dong-sul trouve étrange que le portail leur appartienne et demande si c'est vrai. Il se demande alors pourquoi un chasseur d'un autre syndicat, en se référant à Jinwoo, est à l'intérieur du portail. Dong-sul dit qu'il souhaite le rencontrer avant qu'il ne meure là-dedans, car il a fait l'effort de venir jusqu'ici. De retour à Jinwoo, après avoir vaincu les ours de glace de la région, il laisse les autres manger leur viande confortablement. Maintenant, il se dirige vers une grotte où ces monstres habitent en grand nombre. En arrivant à l'entrée, il utilise l'ordre, apparaître, faisant sortir de l'ombre quelques chevaliers, le plus puissant d'entre eux étant Ygritte. Enfin, il ordonne l'attaque. Sa légion est composée d'infanterie
qui se régénèrent rapidement et de mages qui affrontent bien les ours de glace. Jin pense qu'il s'attendait à -2 en voyant à quel point ils sont forts, mais une mauvaise chose est qu'ils consomment rapidement du mana. À ce moment-là sort de la caverne ce qui semble être le chef des ours de glace, qui détruit facilement les soldats de l'ombre, et en quelques secondes pousse un rugissement terrifiant, créant une onde de choc qui détruit tout, laissant Jin sans mana. À cause de cela, il dit à Ygritte que c'est son tour et il commence à avancer vers le chef. Lorsque le chef de l'ours attaque, Ygritte utilise son incroyable agilité pour esquiver les attaques et frappe ses points vitaux avec précision. Quand il l'a finalement à sa merci, il l'empêche de faire une attaque finale en lui coupant la tête. Jinwoo apprécie son immense pouvoir, et pense que, si Ygritte avait eu son épée tout le temps, le combat aurait pris une tournure différente. Il reconnaît également qu'avec son niveau actuel, il est encore plus faible qu'Ygritte, et le félicite pour son bon travail. Ici, nous voyons la situation actuelle de Kim, qui est à la merci des elfes blancs et dont l'équipe a été totalement anéantie. Il n'arrive pas à y croire car il était sur le point de faire partie de l'élite du Tigre Blanc, et bien qu'il ne veuille pas se rendre, il perd la tête à cause des elfes de glace. Il prend la décision de fuir précipitamment, très terrifié, ce qui est observé par le chef des elfes de glace. Une fois tous les ours de glace vaincus, Jin ne perd pas de temps et donne l'ordre. « Levez-vous », transformant les ours morts en ses soldats de l'ombre, y compris leur chef. Ainsi, il obtient un grand nombre de monstres sous son commandement. D'autre part, côté, Baek demande à son groupe combien de temps s'est écoulé, et ils répondent environ 3 heures, ce qui signifie qu'ils sont là depuis à peu près 3 jours. Baek mentionne que les portails rouges sont considérés comme très difficiles. C'est pourquoi Dongsul croit que Jinwoo doit déjà être mort à ce moment-là, et qu'il n'aurait pas dû se donner la peine d'y aller. Mais il y a quelque chose que il ne comprend pas. Si Jinwoo n'est pas un chasseur du White Tiger, comment est-il entré dans ce donjon en accompagnant l'une de leurs équipes? Sam répond que il est une connaissance de Jin, et c'est lui qui l'a amené, car il a dit qu'il voulait voir une incursion de niveau C. Baek soupire de soulagement en voyant que cela convainc Dongsul. Instant plus tard, Dong arrive jusqu'à Sang, et le saisit par le cou, demandant ce qu'il a découvert cette fois, car il sait qu'il a toujours une bonne intuition pour trouver des choses intéressantes. Avant de répondre, Baek attrape son bras et libère sa force bestiale, avertissant qu'il vaut mieux qu'il le lâche. Cependant, Dong dit qu'il n'est personne pour lui donner des ordres et qu'il est un inconnu qui se croit grand dans un petit pays. Par conséquent, tous deux libèrent une force colossale, ce qui inquiète beaucoup Sang, car ils savent qu'un combat entre deux chasseurs de niveau S peut être désastreux. Les deux se laissent emporter par les provocations et lancent une attaque puissante, sans intention de reculer. Et maintenant, nous revenons avec Kim, qui, en entrant dans la forêt, est affecté par le froid, mais il croit que s'il parvient à obtenir un équipement, il peut survivre. À ce moment-là, il voit quelques ours de glace morts au sol, ce qui lui sert d'explication sur pourquoi il n'en a pas rencontré jusqu'à présent. Il se demande un instant si c'était le groupe de niveau E, mais il écarte rapidement l'idée, car ils ne sont pas du tout forts et se convainc que ce sont les elfes de glace. Alors, il décide de partir rapidement, terrifié. Le coup échangé entre Baek et Dong est, par chance, interrompu par Jingu, qui remercie les deux d'avoir retenu leur force au dernier moment, car sinon, il aurait perdu ses bras. Puis il dit à Dong qu'il ne sait pas ce que il soupçonne, mais il peut garantir qu'il a refait l'examen de Jinwoo il y a seulement 2 mois et il n'a aucun doute qu'il est de niveau E. Il explique aussi que le frère de Dong a perdu la vie au travail en combattant des monstres, et cela a été confirmé par l'équipe de surveillance. Cependant, Dong croit que ses enquêtes sont pleines de lacunes et il est certain que c'est un mensonge. Il dit qu'il va poursuivre le chasseur Jinwoo parce que ainsi, il a une excuse pour ôter une vie. À ce moment-là, il reçoit un message qui le met mal à l'aise, d'humeur, et après avoir mentionné que Jinwoo a de la chance, il se retire. Après quelque temps, Kim arrive enfin là où se trouvent les autres, et reste stupéfait de les voir si confortables et au chaud. Il ne comprend pas comment ils ont pu survivre. Il remarque qu'ils utilisent des manteaux, des couvertures, une tente, et même de la nourriture. Mais en y réfléchissant mieux, il commence à comprendre ce qui se passe, et s'approche assez furieux, pour leur dire que tout son escadron est mort parce qu'il n'avait ni équipement ni nourriture. Il demande alors qui a caché tout cela, qui a pris ces choses, et qui a été responsable de les mener directement à leur mort. Ensuite, il dégaine son épée en essayant de leur faire avouer la vérité, mais juste avant que Jinwoo n'arrive, il le projette au sol d'un coup de main, et le lance au loin. Après cela, il dit à haute voix qu'ils peuvent sortir, car bien qu'ils essaient de se cacher, leurs auras les trahissent. Quelques secondes plus tard, les elfes de glace apparaissent, et au centre d'eux se trouve le chef. Le chef des elfes se réfère aux humains comme des vermines. Jinwoo, furieux, demande s'il vient de les traiter de vermines, ce qui surprend le chef des elfes,
car il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse vraiment comprendre. Il demande si Jinwoo sait vraiment parler la langue des monstres, et Jinwoo est assez surpris. Par cela, supposant que c'est aussi l'œuvre du système, puisqu'il ne le savait même pas, le chef nommé Barça trouve bon qu'ils puissent communiquer, car cela économise du temps, et il commente qu'un de ses elfes veut l'affronter en un clin d'œil. Jinwoo s'approche de lui et lui coupe la tête, puis tente de l'attaquer, mais Baruka bloque son attaque, ce qui fait réaliser à Jinwoo qu'il ne sera pas facile de le vaincre. Baruka demande alors ce que Jinwoo fait parmi les humains alors qu'il n'en est même pas un. Et en percevant sa réaction, il comprend qu'il ne sait même pas ce qu'il est. Baruka commente que les monstres entendent une voix dans leur tête qui leur dit de tuer les humains, sauf qu'ils ne l'entendent pas quand il s'agit de Jinwoo. Non. C'est quelque chose que Jinwoo sait intuitivement être des ordres du système, et que cela ne se produit pas avec lui, parce qu'il est un joueur. Baruka ne voit pas la nécessité de se battre et propose à Jinwoo de gérer cela de manière sensée et dit de remettre les humains. Mais comme Jinwoo refuse, Baruka souligne que Jinwoo est clairement en infériorité numérique. Cela fait sourire Jun. Woo et utiliser son pouvoir pour faire apparaître ses ombres. Park croit que cela aussi soit son œuvre. Sans plus tarder, Baruka donne l'ordre à ses elfes d'attaquer, commençant ainsi une guerre directe entre les deux groupes. Les autres décident de fuir, car ils ne feraient donc que gêner, mais quelques elfes de glace tentent de leur tirer des flèches, ayant été découverts. À peine une flèche est-elle tirée, Jinwoo apparaît devant eux en un instant, les attrape en l'air et détruit les elfes comme si de rien n'était. Ensuite, il analyse sa situation, car bien que son armée soit invincible, son mana ne durera pas longtemps. De plus, le chef est plus fort que lui, et même en combattant avec Ingress, ce serait difficile. Il a donc besoin de quelque chose de plus puissant. À ce moment-là, les deux se présentent et commencent à échanger des attaques. Bien que Jinwoo démontre une grande dextérité dans ses mouvements, Baruka reste supérieur. Lorsqu'ils prennent de la distance, Jinwoo utilise ses mages pour lancer une grande boule de feu contre Baruka, mais il la détruit facilement, gagnant un peu de temps. À ce moment-là, Kim se réveille et court vers Jinwoo pour l'attaquer, tout comme Baruka le fait. Ce que Jinwoo fait, c'est utiliser Igris pour lever un rideau de neige qui bloque la vue de Baruka. Et juste à ce moment-là, il fait tuer Kim par Gris. Sans perdre de temps, il transforme Kim en une de ses ombres, créant un gigantesque tank qui repousse Baruka. C'est à ce moment-là que Jinwoo le nomme Iron, et après quelques brèves secondes, il pousse un cri provocateur de grande puissance, qui affecte Baruka et le fait concentrer ses attaques sur Iron. Iron parvient à bien se défendre contre les attaques de Baruka, malgré leur puissance, ce qui aide beaucoup Jinwoo à l'utiliser comme tank. D'un autre côté, Han demande à Park si les batailles de chasseurs sont vraiment comme ça. À quoi Park répond que, si c'était le cas, elle ne serait jamais devenue chasseuse, car cette bataille est terrifiante. Baruka se sent insatisfait de ce rival. Alors il propose à Jinwoo qu'ils attaquent tous les trois ensemble. Jinwoo accepte le défi, et avec Igris et Iron, ils commencent un combat contre lui. Bien que Baruka soit capable de donner du fil à retordre aux trois, Iron utilise à nouveau son cri provocateur pour forcer Baruka à se concentrer sur lui. Cela permet à Jinwoo d'arriver par derrière et de le poignarder avec sa dague, mais Baruka parvient à éviter que la blessure soit mortelle. Lorsqu'ils prennent de la distance, il avertit Jinwoo que le sous-estimer pourrait être une grande erreur. Bien que Jinwoo reconnaisse qu'il est fort, il ne peut pas en dire autant de ses soldats. En entendant cela, Baruka se rend compte que tous ses elfes de glace ont été tués, ce qui l'irrite beaucoup. Il conclut que s'il élimine Jinwoo, tous les soldats des ombres tomberont. Alors, il se dirige vers Jinwoo pour l'attaquer. Ce que fait Jinwoo, c'est lancer sa dague, et bien que Baruka parvienne à l'esquiver, il utilise sa compétence d'autorité du souverain, qui fonctionne comme de la télékinésie, et attire sa dague violemment vers lui. Baruka garde ses réflexes actifs et bloque l'attaque surprise par derrière, mais l'impact détruit son arme. Sans perdre de temps, Jinwoo donne l'ordre à Iron de retenir Baruka fermement, pour qu'il soit retenu. Et ensuite, les mages lancent leur magie explosive contre lui. Après avoir subi cette attaque, Baruk explose de rage et détruit Irûm avec ses mains en déclarant qu'il tuera tout le monde. Mais dans un moment de fureur, Jinwoo en profite pour l'atteindre en utilisant son invisibilité et le poignarder, se contentant de dire qu'ils en ont fini pour aujourd'hui. Baruk crie que c'est une folie, puisque il est encore debout. Mais en quelques secondes, Irûm ressurgit, et avec son énorme marteau, il l'écrasera violemment. Après cela, Jinwoo reçoit les récompenses pour avoir vaincu le chef. Mais il remarque qu'Irûm commence à frapper le corps de Baruk. En l'empêchant, Jinwoo ordonne de se contrôler, se retirant un peu épuisé par la façon dont Irûm agit. Ne sachant pas vraiment quoi faire, Irûm regarde Igris, mais il l'évite simplement, se retournant et s'en allant.
Ensuite, Irûm se concentre sur les mages des ombres et commence à célébrer, et ils font de même, le craignant, beaucoup. Jinwoo retourne vers les autres pour les informer que tout est terminé et tout le monde est très soulagé. À ce moment, le portail s'ouvre et tout le monde célèbre avec joie d'avoir été sauvé. Cependant, Jinwoo regarde le corps de Barook, car il sait qu'avant de partir, il doit faire quelque chose d'important. Ici, nous voyons Baek, où Sang lui explique qu'à l'intérieur du portail, environ une semaine s'est déjà écoulée. Il suggère alors que Baek peut partir, car ils le tiendront informé de tout ce qui se passe. Baek remercie, mais refuse de partir tant que des membres de sa guilde sont encore à l'intérieur. Il accepte d'attendre jusqu'à l'aube. Juste après avoir dit cela, il voit que des gens commencent à sortir du portail, et Baek se réjouit de voir que Kim a réussi. Et quand il voit Jin sortir seul, il est complètement certain qu'il sortirait vivant. Quand les 4 sortent du portail, il se ferme, laissant Baek surpris. Et il demande à Park où sont les autres, ainsi que Shul Kim. Il s'excuse en baissant la tête, et en les regardant de plus près, Baek confirme que seuls ceux de niveau le plus bas sont revenus. Jinwoo dit à Han de l'accompagner et qu'il va la ramener chez elle, mais Baek l'en empêche en le retenant par l'épaule, disant qu'il a beaucoup de questions à poser. Jinwoo lui dit qu'il est très fatigué et qu'il peut poser toutes les questions qu'il veut aux membres de sa guilde. Écartant la main de Baek, Baek pense qu'il est un garçon insolent à cause de son attitude, mais décide de le faire répondre vraiment, en le saisissant avec plus de force. Ensuite, il précise que ce n'était pas une demande, car ce jour-là, 6 membres de sa guilde ont disparu, et comme responsable, il doit poser plusieurs questions. Jin est partiellement d'accord, mais lui demande de ne pas oublier qu'il a sauvé les 2 autres. Alors le responsable devrait être reconnaissant pour cela, le regardant avec une expression aiguisée. Après quelques secondes, Baek se détend et s'excuse, donnant raison à Jin, le remerciant pour l'aide. Après être parti, Baek demande à Park qui est ce type, car il n'est pas très sociable, elle comprend bien ce qu'il veut dire, et explique qu'après avoir vaincu le chef, l'humeur de Jinwoo a changé soudainement. En entendant cela, Baek dit à Sang qu'il veut ce garçon travaillant dans sa guilde. Plus tard, Jinwoo arrive chez Han, qu'il appelle maintenant Jinwoo, au lieu de Song, et le remercie de l'avoir accompagné, agissant de manière beaucoup plus amicale qu'avant. Quand il arrive chez lui, il voit qu'il a à peine réussi à obtenir la dague de Barook comme récompense, et ne sait pas si cela est dû à la grande différence d'attributs. Mais il a consommé ses 3 tentatives pour essayer de le ressusciter, en échouant, ce qui l'a le plus irrité. En se regardant dans le miroir, il se souvient du moment où il a tué Kim, et la frustration commence à s'accumuler. Il ressent le poids de ses actions et les conséquences de ses décisions. Au fond, il sait que ses choix sont inévitables. Mais il ne peut s'empêcher de se demander s'il a vraiment fait le bon choix. Il respire profondément et essaie d'éloigner les pensées qui le dérangent. Il savait que son objectif était plus important que n'importe quel sentiment de doute, et cela le garde concentré. Jinwoo se prépare pour les prochaines étapes de sa mission. Conscient que chaque mouvement qu'il fait maintenant peut changer le cours de tout. Il regarde la dague de Barook et se demande ce qu'il peut encore apprendre de ses victoires et de ses défaites. Il ne peut pas laisser ses erreurs le définir et doit utiliser chaque expérience comme une leçon pour améliorer encore plus sa force et ses compétences. En sortant de chez lui, Jinwoo retrouve son équipe, qui est prête pour le prochain voyage. Chacun d'eux a son propre objectif. Mais ensemble, ils sont plus forts qu'ils ne le seraient jamais seuls. Il sait qu'il aura besoin d'eux pour affronter les prochains défis à venir. Ils sont ses alliés, et malgré leurs différences, ils savent qu'ils doivent s'unir pour atteindre leurs objectifs. Le voyage de Sung Jinwoo atteint un point d'ébullition, alors qu'il s'aventure dans les profondeurs flamboyantes du château démoniaque, à la recherche du précieux élixir de vie pour sauver sa mère. Son pouvoir caché croît à des niveaux inimaginables, attirant des regards indésirables et forçant des alliances inattendues. Parallèlement, un chasseur mystérieux émerge d'un portail après une décennie, portant des secrets apocalyptiques et un lien choquant avec Jinwoo lui-même, qui est sur le point d'être révélé de la manière la plus brutale. Maintenant, fatigué de se cacher dans l'ombre, Jin choisit qui le mettra dans la ligne de mire des plus grandes guildes et du président de l'association lui-même. Mais le plus grand choc pourrait ne pas être sa force nouvellement révélée, mais plutôt un nom murmuré par un chasseur vengeur. Un nom qui relie le passé sombre au présent explosif de Jinwoo. Préparez-vous pour un retournement de situation qui changera tout. Après avoir tué Kim, le lendemain, Jinwoo part avec Jin vers un autre portail. Mais ce dernier est totalement choqué de voir les ombres, faire tout le travail. À cause de cela, Jinwoo s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt et explique que tous ses chevaliers font partie de l'une de ses congrès. Quand cela se produit, Jinwoo demande à pouvoir faire quelque chose, car c'était le minimum qu'il pouvait faire. Et à ce moment précis, l'une des ombres lui remet quelques cristaux pour qu'il puisse également collaborer, ce qu'il remercie. Dans un changement de scène,
Nous voyons que certains chasseurs aux États-Unis ont été attaqués par un individu inconnu à l'intérieur d'un portail. Celui-ci explique au dernier d'entre eux qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, car il a seulement laissé les autres inconscients. Cela ne sert pas à grand chose, car il ne parle pas anglais pour se faire comprendre, mais ce qu'il parvient à dire, c'est qu'il est humain et qu'il veut rentrer chez lui. Plus tard, Jin-Woo profite d'un repas avec Jin-Woo, et ici, ils discutent du fait qu'ils ont déjà complété 19 missions. Jin-Woo remercie pour son aide, car cela n'aurait pas été possible sans lui. En outre, il parle de ses plans futurs. D'abord, il passera l'examen écrit à l'association, puis il l'utilisera comme monnaie d'échange pour négocier avec son père. Ensuite, il demande ce qu'il fera, à quoi Jin-Woo répond qu'il ne pourra peut-être pas le contacter pendant un certain temps, car il doit se rendre quelque part. Dès qu'il entend cela, et étant un peu ivre, Jin-Woo précise que, s'il le considère comme une gêne, il peut simplement le dire, et il respectera cela. Il a un frère de 10 ans, son aîné, mais il ne l'aime pas, et ils n'ont jamais passé de temps ensemble comme des frères. D'un autre côté, il a sauvé sa vie et a répondu à sa demande. C'est pourquoi il souhaiterait vraiment qu'il soit son frère. Quelques secondes de silence passent, et dès que Jin-Woo lui sert un peu plus de bière, il fait savoir qu'à partir de maintenant, il est son petit frère. Cela rend Jin-Woo immensément heureux, au point d'agir soudainement de manière excessivement aimable. Revenant au sujet inconnu qui est apparu aux États-Unis, celui-ci a maintenant été détenu par l'organisation du pays. Les responsables commandent qu'il n'a pas encore été identifié, mais l'individu a affirmé être un chasseur étranger. De plus, il dit qu'il est resté piégé dans un portail pendant 10 ans et n'a pas pu en sortir. Ensuite, il a trouvé le portail qui mène aux États-Unis. Un autre point à considérer est qu'il ne maîtrise pas très bien l'anglais, donc un interrogatoire assisté par un interprète est en attente. Mais on ne peut pas exclure qu'il s'agisse d'une bête humanoïde. Quant à ce qu'ils prévoient de faire avec lui, ils ont demandé l'aide d'un chasseur de rang à Washington, Juan Dong-soo. Ils pourront alors poursuivre l'enquête dès qu'il reviendra dans le pays. Enfin, cet individu inconnu a dit que son nom est Sunan Juan. Le lendemain matin, Jin-Woo se prépare pour son voyage et informe sa sœur qu'il partira pour une semaine. Jin, en apprenant qu'il sort après le travail, suppose simplement que c'est avec une fille. Il veut donc en savoir plus sur cette petite amie qu'il a. Notre protagoniste, quant à lui, ignore ces accusations, précise qu'il sortira avec un ami, puis s'en va. Plus tard, il arrive à l'entrée du château infernal et se rappelle que lorsqu'il combattait Cerbère, son niveau était d'environ 20, mais maintenant il a triplé. Sans plus tarder, il prend la clé pour ouvrir le grand portail, accédant ainsi au portail spécial qui le conduit au château infernal. En avançant dans le couloir, un message apparaît avec les informations de la mission. Il y est écrit que le château de l'enfer est rempli de démons, et qu'il doit collecter les âmes de ces êtres, le critère étant d'en rassembler 10 000. Cela le prend par surprise, mais il sait bien qu'il est venu ici pour un autre but, qui est l'élixir de vie. Pour cette raison, peu importe s'il s'agit de 10 000 ou 100 000 âmes. Il les obtiendra toutes, dégainant immédiatement sa dague lorsqu'il a devant lui quelques démons à éliminer. Nous sommes maintenant avec Jin-Woo, qui a une réunion privée avec son père, où il demande à ce qu'on lui remette la guilde après avoir montré son CV et qu'il est prêt. Son père est surpris, car il connaît la proposition qu'il a faite à son frère, mais Jin considère très risqué ce qu'il envisage de faire, se référant au choix d'un étranger pour en faire le maître de la guilde. À ce moment-là, son père mentionne le nom de Sang-jin, et raconte qu'il est au courant de l'incident du double donjon, de l'anéantissement de l'équipe de Han Dong-soo et de l'assassinat. Pas seulement cela, la guilde du Tigre Blanc prévoit de le recruter. Après avoir mentionné tout cela, il accepte de lui confier la guilde à une seule condition, qu'il recrute Jin-Woo pour qu'il soit dans la guilde avec eux, quelque chose que Jin accepte de faire. Après avoir passé un bon moment à éliminer des démons, Jin-Woo reçoit une autorisation d'accès pour les étages supérieurs. À ce moment-là, il vérifie que pour pouvoir utiliser cette autorisation, il doit se rendre au portail du premier étage, ce qui le mènera au deuxième étage. En avançant, il voit que ce donjon est immense, et qu'il semble qu'ils ont mis une ville entière dans un bâtiment pour pouvoir avancer plus rapidement. Ce qu'il fait, c'est invoquer l'un des ours de glace, qui était justement leur chef. En montant dessus, il lui fait ouvrir un chemin parmi les démons à grande vitesse, et en raison de sa force, décide de lui donner le nom de Tan. Mon ami n'est pas très créatif avec les noms, en fait. Maintenant, nous sommes avec Shan, qui profite d'une piscine dans une salle de sport privée. Là, elle se souvient d'une conversation qu'elle a eue avec le chef de la guilde, Choi, à qui elle a demandé pourquoi il n'avait pas rendu publique l'information sur les fourmis qui ont des ailes. Et il répond que c'est sur ordre de l'association, car ils disent que révéler cela maintenant ne ferait que causer la panique, mais qu'elle ne doit pas s'en inquiéter, car c'est maintenant le moment de rassembler des forces. Ainsi, ils pourront progresser et remplir le devoir qu'ils ont en tant que plus grande guilde nationale. Revenant à Jin-Woo, alors qu'il avance, il pense que lorsqu'il a obtenu la clé, il avait peur que ce soit un donjon de rang S.
Pour l'instant, ces démons sont à peine plus que de rank B. Ils sont nombreux et deviennent plus forts à mesure qu'ils montent les étages. Mais, en ce bien que, si le château du démon imite la structure de la tour originale, il atteindra le 100e étage, donc il ne sait pas à quel point ils seront forts quand il y arrivera. Il ne sait pas non plus s'il aura assez de nourriture, se souvenant également de la promesse qu'il a faite à Dina, de plus en plus de monstres, montant les étages à grande vitesse, ce qui fait que le nombre de collectes d'âmes augmente à un rythme accéléré. Une fois qu'il a rempli cette condition, il atteint le point qui le mènera du 49e étage au 50e. Et ici, il est accueilli par une légion de chevaliers démoniaques, avec un énorme chef derrière eux. Sans perdre de temps, il fait sortir ses ombres pour être prêt, et confirme rapidement que le nom de ce démon est Vulcano Rouge, l'avaricieux, le seigneur des étages inférieurs. D'un autre côté, Anne et Park visitent l'appartement de Jin-Woo, mais voient que seule sa... Et la dernière fois que l'association l'a localisé, c'était en ville. Elle demande rapidement comment il sait tout cela, et Anne répond que c'est son travail, étant intéressée par l'endroit où il pourrait être en ce moment. Revenant à la grande bataille qui s'annonce pour Jin-Woo, celui-ci ordonne à ses hommes de s'occuper des autres démons, car il combattra seul contre le chef. Peu après, ses hommes avancent pour attaquer, tandis qu'il peut contrôler plus de soldats, et cela facilite les combats. Mais lorsqu'il fixe son attention sur le chef, qui ne s'est pas encore déplacé de sa place, en un clin d'œil, celui-ci disparaît, se trouvant déjà devant ses ombres, pour lancer un coup puissant avec sa masse. En réaction à cela, Jin-Woo arrive à grande vitesse pour pouvoir l'accueillir avec un coup de poing chargé, ce qui l'envoie voler sur une grande distance. Cela, il ne s'y attendait pas du tout, et suppose que c'est grâce à l'augmentation de la force. Mais dès que le chef Vulcan se ressaisit, il pousse un cri terrifiant qui augmente considérablement ses statistiques, ce que Cerbère avait fait. Ensuite, il commence à courir avec beaucoup de hâte vers Jin-Woo, qui ne tarde pas à demander à Iron son grand bouclier. Et il a une idée en voyant un bâtiment effondré un peu plus loin. Lorsqu'il y arrive, il parvient à esquiver Vulcan pour qu'il entre en collision avec le bâtiment, et lorsqu'il se remet de l'impact, il sort une autre de ses dagues pour l'attaquer par le haut, par surprise. Cela lui permet de lui trancher le cou avec succès, ce qui est suffisant pour le vaincre. En récompense de cela, il reçoit le fragment de l'arbre du monde, qui est l'un des objets dont il a besoin. Nous changeons radicalement de lieu pour voir Dong-Su enfin interroger Sung, agissant avec une certaine agressivité, car il est de mauvaise humeur, surtout parce qu'il ne répond pas à ses questions. Soudain, Sung demande combien l'humanité sait sur les portails et les monstres, car ces choses ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Cela a éveillé un pouvoir qui peut ressusciter des cataclysmes, la pire calamité possible, mais il ne peut en dire plus. Dong-Su, ne comprenant rien de ce qu'il dit, remarque même que certains des démons ressentent peut-être de la peur, mais ils n'y prêtent pas attention. Soudain, on nous montre que tout le bâtiment où ils interrogeaient Oh-Sang a été démoli. Il s'avère qu'en quelques secondes, Han Dong-Su a perdu. À ce stade, Jin-Woo est arrivé au 75e étage. Et comme sa nourriture est épuisée, il décide de s'arrêter ici. Mais au moins, il sait qu'il ne repartira pas les mains vides, car il a obtenu la boucle d'oreille du géant du 50e étage, et le collier que le chef squelette qu'il a vaincu il y a peu lui a donné. Séparément, les objets sont bons, mais les effets de l'ensemble, en les ayant ensemble, sont encore meilleurs, et en raison de l'avantage qu'ils offrent, il déduit que le dernier objet manquant de l'ensemble provient d'un autre chef. La sphère de l'avarice, qu'il a également obtenue, n'est pas mauvaise, elle peut être transférée, et il la donne aux autres mages, doublant ainsi le pouvoir de leur magie. De plus, il a choisi une boîte de butin en complétant la mission et pensait avoir perdu son opportunité, mais ce n'était pas le cas. En l'ouvrant, ce qu'il reçoit est une clé, mais dans la fenêtre de détail, il n'obtient aucune information à son sujet. La seule chose indiquée est que l'information sera révélée lorsque les conditions seront remplies. Laissant ce sujet de côté, il revoit le plan qu'il a depuis qu'il est entré dans le château du démon. Vulcano, l'avare, lui a donné un fragment de l'arbre du monde, et au 75e étage, Métos, le guide des âmes, lui a donné l'eau de la source de la forêt des esprits. Il a 2 des 3 ingrédients dont il a besoin pour l'élixir de vie, donc il ne lui en manque qu'un pour pouvoir sauver sa mère. Avec cela en tête, il sait que la prochaine fois qu'il reviendra, il l'obtiendra sans faute. En sortant du château infernal, Jin-Woo vérifie qu'il a déjà obtenu 2 matériaux pour élaborer l'élixir de vie, donc il ne lui manque plus qu'un, le sang purifié du roi démon. Pour obtenir cela, il doit être complètement préparé et voit comme un point positif que son niveau a considérablement augmenté après le voyage au château du démon. Cependant, officiellement, son niveau est toujours de rang E. Et bien qu'il ait besoin de monter de niveau, il ne peut pas participer à des missions de raid de haut niveau s'il reste ainsi. Pour cette raison, il décide de mettre fin à cette farce, en se proposant de faire une réévaluation de rang.
Le lendemain, il visite le siège de l'association pour participer à la réévaluation, et un, membre du Tigre Blanc, était là. Dès qu'il remarque sa présence, il passe un appel à Bike pour l'informer que Jin-Woo est arrivé, et celui-ci se prépare rapidement à s'y rendre. Pendant ce temps, Jin-Woo attend un peu jusqu'à ce qu'on l'appelle pour entrer dans la salle d'examen. La responsable indique qu'il doit poser ses mains sur le cristal noir, mais au moment de collecter les données, le système subit une erreur. Quelques secondes plus tard, le directeur arrive pour voir ce qui se passe, et elle lui montre cette défaillance que la machine a. Mais lorsque le directeur répète le processus et voit par lui-même, il se montre assez surpris, car finalement il ne s'agit pas d'une défaillance mécanique, mais plutôt que cette lecture indique l'incapacité d'évaluer. En d'autres termes, le pouvoir magique de Jin-Woo a dépassé la limite de la machine, et cela sert de preuve que le 10e est enfin apparu dans ce pays. Encore un chasseur de rang S. Aux alentours du bâtiment, Choi demande à Jin-Woo comment se déroule l'enquête sur les fourmis volantes. Il rapporte qu'une autopsie a déjà été réalisée et qu'il compare les structures internes et le pouvoir magique résiduel avec des spécimens précédents pour pouvoir estimer les actuels. Et ce processus devrait prendre un certain temps pour arriver à une conclusion. Après l'avoir écouté, Choi aborde le sujet du portail rouge, car il a appris que le Tigre Blanc a permis à une personne extérieure de participer à la mission d'incursion et qu'ils ont même permis à cette personne de vaincre le chef du donjon. C'est pourquoi il est curieux de savoir qui est cette personne. Mais Jin-Woo précise qu'il ne connaît pas les détails, car il n'était pas présent ce jour-là. À ce moment-là, ils parviennent à entendre une agitation à l'intérieur du bâtiment grâce à leur ouïe développée, et Choi décide d'aller voir ce qui se passe, car il est intéressé. C'est ici que Jin-Woo se trouve à l'entrée et un scandale se forme autour de lui, car la nouvelle qu'il est un chasseur de rang S s'est rapidement répandue. Le directeur indique qu'il faudra un peu de temps pour lui donner l'identification avec son nouveau rang. Donc, en attendant, il doit patienter. Quelques secondes plus tard, Shoa entre avec Jinko, et toutes les personnes présentes le reconnaissent immédiatement car il est le chef de la guilde des chasseurs. Jin-Woo reconnaît Shoa immédiatement car il est bien conscient des titres qu'il possède et de son statut. Mais bien que celui-ci se présente cordialement pour lui parler, Jin-Woo passe directement en précisant qu'il est pressé et qu'il doit partir. Cela laisse Shoa assez surpris, mais il ne le prend pas mal. Il remarque peu après que Jin-Woo a disparu sans laisser de traces et Jin-Woo pense qu'il doit être du type assassin. À ce moment-là, Bike arrive en voulant le chercher, et Shoa confirme à quel point Jin-Woo est spécial, grâce à son arrivée inattendue, en plus d'être un individu qui a surmonté le portail rouge. D'un autre côté, Bike, dès qu'il voit qu'il est ici, comprend immédiatement qu'il a découvert ce qu'est Jin-Woo. Déjà le soir, Jin-Woo rend visite à sa mère à l'hôpital, et en sortant, Jin-Woo lui rend visite par surprise. Là, il dit qu'il lui a fait réaliser à quel point il était aveugle, car il n'a jamais pu découvrir son potentiel. La tâche de la division de surveillance à laquelle il appartient est de surveiller les chasseurs, ainsi que de punir ceux qui enfreignent la loi, mais il précise qu'il ne le surveilla pas comme un criminel. Et bien que la division de surveillance soit la seule à contrôler les chasseurs, cela ne s'applique pas à ceux de rang S, car ils sont impuissants face à un tel niveau. Soudain, le président de l'association des chasseurs lui-même arrive, se présentant comme Go Gun-hee. Après cela, il se dirige envers un endroit pour discuter en privé, où Go lui informe que la réévaluation est complètement inutile, car au moment où il reçoit ce résultat, ils lui ont déjà attribué le rang S. Et la raison pour laquelle ils font une pause pour officialiser et divulguer est parce que c'est une période de carence. De cette manière, ils peuvent s'assurer l'opportunité de connaître d'abord des talents aussi uniques que lui. Et bien que le coût pour l'association des chasseurs soit énorme, les chasseurs sont peu nombreux, car ils préfèrent généralement les guildes pour gagner en statut et en argent. Il lui demande alors de rejoindre l'association, étant prêt à lui offrir le poste le plus important au sein de celle-ci. Jin-Woo est surpris par une telle proposition et demande pourquoi il fait cela. Go lui explique que ce n'est pas le gouvernement qui soutient le pays maintenant, mais bien les chasseurs, qui sont répartis dans 5 guildes principales. Il y a 5 dragons qui maintiennent un équilibre délicat, mais s'ils décident de les rejoindre, cet équilibre sera rompu. L'association doit être une 6e puissance dans le pays capable de contrôler le reste, et il lui assure qu'il a le pouvoir de rendre cela réalité. Jin réfléchit bien à cela, car il pense que ce n'est pas un mauvais accord, puisque cela lui assure de futures promotions. En plus du gouvernement et des médias, le président Go doit avoir de l'influence partout et est un chasseur impressionnant, qui a été le premier rang, S du pays. Ainsi, il possède un grand pouvoir magique et un physique qui ne montre pas ses 80 ans. Même à son âge, il est au même niveau que lui après avoir monté de niveau. Alors, s'il acceptait sa proposition, cela changerait sa vie. Néanmoins, il décide de refuser son offre, car il veut se battre, c'est-à-dire combattre les monstres, car il croit que sa place est dans les donjons. Go est surpris de l'entendre, et remarque que ses yeux ne disent pas qu'il ment, ce qui le touche, face à quelqu'un comme ça.
Ce qu'il fait, c'est accepter la réponse de Jin-woo, qui, après s'être excusé, finit par se retirer pour rentrer chez lui. En chemin, il se rappelle qu'il doit continuer à monter de niveau pour pouvoir guérir sa mère, et c'est quelque chose qu'il ne peut pas arrêter, puisqu'il a la capacité de continuer à grandir. Un nouveau jour, Dong-soo se réveille enfin après la raclée qu'il a reçue, et il est accueilli par le sous-directeur, qui lui demande directement si Zung est vraiment un monstre. Cela amène Dong-soo à se souvenir un peu des choses qu'il a vues de lui, et il n'hésite pas à répondre qu'il n'a rien d'humain. Après l'avoir écouté, le sous-directeur lui demande de se concentrer sur sa récupération, et de se rendre à l'administration lorsqu'il sera rétabli. Quant à Zung, il le recherche encore, mais il ne croit pas du tout qu'il puisse capturer quelqu'un qui a été capable de le vaincre. Seul, Dong-soo commence à bouillir de rage, se rappelant avec une clarté totale la menace que Zung lui a faite de ne plus jamais s'approcher de sa famille. Il considère cela comme une des défaites les plus humiliantes, mais refuse d'accepter ce résultat. Et puisqu'il sait où il se dirige, il prévoit d'obtenir un artefact pour pouvoir l'écraser vivant. Revenant à Jin-woo, il pensait justement à ces objets. Les artefacts pourraient être considérés comme des reliques artificielles, mais pour les chasseurs, ce sont des équipements de haut niveau que seuls les meilleurs artisans préparent. Maintenant qu'il y a plus de chasseurs, il y en a beaucoup dans les enchères en ligne. Mais il se plaint de pourquoi ils sont si chers en vérifiant leur prix. Il veut apporter l'équipement parfait au château du roi démon, mais il ne voit rien de convaincant dans la boutique. Et puisque la sphère de l'avarice est transférable, il envisage de la vendre pour obtenir de l'argent. Les taux d'amélioration du meilleur équipement vont de 20% à 30%. Et cette sphère a le pouvoir de doubler les dégâts magiques, donc elle devrait être assez précieuse. Le problème est qu'elle appartient à quelqu'un de rang E, donc ils enquêteront probablement sur son origine. Si elle avait été enregistrée dans un portail de rang A, il aurait une excuse. Mais étant de rang E, c'est impossible. En faisant quelques recherches sur le web, il trouve une annonce où il recherche des gens pour miner dans des portails de haut niveau. Nous sommes maintenant avec Go, qui examine en détail les informations de Jin-woo, et trouve étrange l'apparence de son identification, car il semble être un jeune homme sur la photographie. Alors il demande s'il a falsifié son rang. Jin-choo indique que Jin-woo a subi plusieurs blessures mortelles, donc il ne croit pas que ce soit le cas. Quant à sa mère, elle souffre du sommeil éternel, et il se consacre à payer les études de sa sœur, ce qui fait de lui le pilier financier de la famille. De plus, il a l'information qu'il a rejoint l'incursion de la guilde des chasseurs il y a peu de temps. Mais il est dans le groupe de minage. Revenant à Jin, il se présente maintenant à son supérieur pour travailler dans le groupe de mineurs, et il est accueilli sans problème. Bien qu'il soit de rang E, il sait que dans les incursions de donjons de haut niveau, il est nécessaire de diviser les tâches. Le groupe d'attaque élimine les monstres, celui de minage extrait le minerai de mana, celui de collecte, ramasse les cadavres des monstres, et, bien que cela nécessite du monde, cela finit par être assez rentable. Pendant qu'il pense à cela, Choi se trouve à l'intérieur du portail de rang A, et n'hésite pas à utiliser sa puissante magie de feu pour balayer les grands monstres qu'il a devant lui. De manière stratégique, il fait en sorte que les chasseurs de type tank se concentrent sur la défense, avançant avec facilité grâce à leur capacité. À ce moment-là, il suggère à Hai de faire attention à l'odeur, car il sait qu'elle a un nez sensible à certains arômes. Après un certain temps, Jin-woo le voit sortir avec les autres du portail, réussissant à vaincre tous les monstres, sauf le chef, avec facilité. Cela le surprend un peu, car ils sont tous sortis indemnes. Bien qu'il s'agisse d'un portail de rang A, ce qui lui confirme que le pouvoir de Choi est authentique. Il observe également bien la seconde en commandement de la guilde Hunters, et la 9e chasseuse de rang S du pays, Shei Ryan, la danseuse. Jin-woo pense qu'elle est quelqu'un de redoutable, et en vient à se demander combien de personnes dans le monde possèdent la même aura qu'elle. Pendant un instant, Chai ressent une présence très puissante, venant d'une direction, car il semblait que cela venait du président Go. Mais elle croit que c'est son imagination, puisqu'elle ne parvient à rien trouver. Jin-woo reste caché, et remarque qu'elle est plus perspicace qu'il ne le pensait, car il ne manquait pas grand-chose pour qu'elle puisse l'identifier parmi la foule. Après cela, il entre avec le groupe de minage et de collecte pour travailler, et déjà dans le portail, il vérifie les particularités d'être un portail de rang A. Quant au chef, il suppose qu'il doit être supérieur à Vulcan en termes de méthode du château, ayant un intérêt à le voir par lui-même. À ce moment-là, il est méprisé pour être simplement un rang E, mais les mineurs se taisent lorsqu'ils reçoivent son regard perçant. Dès qu'il commence à travailler, Jin-woo démontre une grande force et résistance dans l'extraction des minerais. Cela lui permet, lorsque vient l'heure de la pause, de convaincre son supérieur de le laisser continuer à miner. Il fait cela dans l'intention de profiter du fait que personne ne le surveille pour utiliser cette heure qu'il a pour aller voir le chef. Mais lorsqu'il arrive enfin à l'entrée et sort sa dague pour être prêt, Chae apparaît soudainement en le questionnant, ou en voulant savoir ce qu'il fait là.
la présence de Chae Rei-an surgit de manière inattendue au moment le plus inopportun. Jin-woo, essayant de passer inaperçu tout en explorant les limites du portail de rang A, se retrouve face à face avec l'une des chasseuses les plus puissantes et perspicaces du pays. Son déguisement de rang E sera-t-il enfin démasqué? Comment réagira-t-il à cette apparition soudaine? La confrontation est inévitable. Que pensez-vous qu'il va se passer? Laissez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez l'ascension en puissance et les mystères de Jin-woo, n'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Et bien sûr, restez à l'écoute pour la prochaine vidéo, où nous découvrirons les conséquences de cette rencontre sombre. Vous ne voudrez pas manquer ça. Préparez-vous à plonger dans un tourbillon de secrets et de dangers dans Solo Leveling. Sung Jin-woo, opérant encore dans l'ombre en tant que chasseur de bas niveau, se retrouve dans des situations de plus en plus risquées. Une rencontre inattendue avec la perspicace Chae In-ha soulève des soupçons sur sa véritable identité, tandis qu'une mission de soutien apparemment simple se transforme en un piège mortel orchestré par un ennemi astucieux. Soyez témoin de Jin-woo contraint d'intervenir, révélant des éclairs de son pouvoir écrasant pour sauver ses compagnons. Mais le plus grand retournement de situation pourrait ne pas être la bataille elle-même, mais plutôt la perception aiguisée de Chae In-ha, et un détail particulier sur Jin-woo qui la rend obsédée. Un détail qui pourrait dévoiler tout son déguisement. Jin-woo, en arrivant enfin dans l'antichambre du chef, sort sa dague, se préparant, lorsque Chae apparaît soudainement derrière lui, demandant ce qu'il faisait là. Jin-woo, quant à lui, essaie de dissimuler, disant qu'il s'était perdu. Pas très convaincu par sa réponse, Chae l'avertit qu'il est dans la salle du chef, lui demandant de sortir. Jin-woo réalise qu'il l'avait sous-estimé, confirmant que la réputation de Chae est méritée, car il n'a remarqué sa présence que lorsqu'elle lui a parlé. Jin-woo range discrètement la dague, faisant penser à Chae qu'elle avait peut-être imaginé des choses, se demandant s'il ne tenait pas une arme quelques instants auparavant. Pendant ce temps, Jin-woo s'excuse auprès d'elle, et Chae répète qu'il doit sortir, l'avertissant des graves conséquences de réveiller le chef. Ordre que Jin-woo accepte. Cependant, alors qu'il se dirige vers la sortie, Chae, surprise, lui demande d'attendre. S'approchant rapidement de lui, elle le rend tendu. Chae le renifle, et commande pour elle-même qu'il n'a pas une mauvaise odeur, demandant à Jin-woo s'il est vraiment un chasseur. Jin-woo confirme, mais elle vérifie sa carte d'identité pour confirmer l'information. Après la vérification, elle lui conseille d'être très prudent en sortant, et Jin-woo acquiesce. Alors qu'il s'éloigne, Chae pense à l'absence d'odeur désagréable chez lui. Elle suppose que c'est peut-être à cause de son rang bas. Contrairement aux autres chasseurs, il a une odeur étonnamment agréable. Pendant ce temps, Jin-woo rejoint les autres mineurs. Il le félicite pour sa rencontre avec Chae, car ils ne peuvent que l'observer de loin. Ils commentent aussi qu'elle utilise son heure de déjeuner pour faire des patrouilles et les protéger du chef du donjon. Ils découvrent sur place que Chae a une sensibilité particulière, raison pour laquelle elle couvre son nez. Elle ne supporte plus l'odeur des autres chasseurs. Cette découverte surprend Jin-woo. Il se souvient que le chef du portail rouge a dit quelque chose de similaire, ce qui le pousse à se demander s'il y aurait un lien avec l'aide qu'il reçoit du système. À la fin du travail, Jin-woo reçoit son paiement ainsi que des éloges du chef de la mine pour avoir terminé la tâche, avant le temps prévu. Celui-ci lui propose de continuer à aider. Jin-woo remercie, mais refuse l'offre, affirmant que c'était une aide ponctuelle. Néanmoins, le chef insiste pour qu'il reste un jour de plus, et après avoir été informé des détails concernant 2 incursions simultanées dans les rangs A et C, le lendemain, Jin-woo accepte. Pendant la nuit, Chae essaie de chercher des informations sur Jin-woo, et reste perplexe en découvrant que ces données sont confidentielles, bloquées par l'association, bien qu'il n'ait pas un rang élevé. Après avoir raccroché, Chae a du mal à dormir, troublé par les doutes que Jin-woo suscite et par la sensation que quelque chose d'étrange se passe, en plus d'être le premier chasseur qu'elle a rencontré avec une bonne odeur. Le lendemain matin, Jin-woo arrive au point de rendez-vous de l'incursion. Alors qu'il est bien accueilli par tout le monde, il se remémore avec une certaine nostalgie ses premières expéditions. Tout comme la veille, Jin-woo continue d'impressionner ses collègues par sa manière de travailler, leur permettant de terminer la tâche plus tôt. Pendant le déjeuner, le chef de la mine insiste à nouveau pour qu'il travaille dans son équipe, offrant de payer 5 fois plus. À cet instant, le capitaine Kim Sang-sik apparaît, à la surprise de tous. Il demande alors au chef des mineurs s'il pourrait emprunter quelqu'un, car la personne chargée de transporter l'équipement n'est pas venue, et l'équipe de collecte est également en sous-effectif. Voyant l'hésitation du chef de la mine, Kim Sang-sik s'adresse à tous, informant que ceux qui seraient motivés à aider seraient bien récompensés. Cependant, personne ne se porte volontaire même avec la récompense, car étant de rang inférieur,
Ils sentent qu'ils ne peuvent pas se protéger des dangers, et que le paiement ne vaut pas le risque pour leur vie. Face à cela, le chef de la mine commente que cela ne se résout pas seulement avec de l'argent. Profitant de l'occasion, Jin-woo se propose, provoquant la stupéfaction générale. Ses compagnons, cependant, essayent de convaincre Kim Sang-sik de ne pas l'accepter, en commentant qu'il a commencé hier et, par conséquent, ne comprendrait pas les conséquences de la décision. Kim Sang-sik, conscient de son expérience, dit qu'il n'y a pas de problème, et se présente à Jin-woo comme le chef de l'incursion de ce jour-là. Et Jin-woo se présente également. Devant le portail, Jin-woo remarque qu'il est bien plus grand que celui de la veille, mais qu'il libère moins de pouvoirs magiques. Kim Sang-sik explique qu'ils sont l'équipe secondaire et par conséquent, ne seraient pas envoyés dans un donjon trop risqué. Une fois à l'intérieur, Jin-woo ressent la même sensation qu'il a eue en entrant dans le portail rouge, ce qui le rend nerveux. La mage de l'équipe remarque son agitation et le rassure, en garantissant que les membres de l'équipe sont forts et qu'il ne leur arrivera rien s'ils restent près d'eux. Pendant qu'ils marchent, Kim Sang-sik pense qu'à leur retour, il serait officiellement promu capitaine, mais ses pensées sont interrompues par une sensation étrange qui envahit le groupe, les préparant à se battre, ce qui rend Jin-woo curieux, car le chef n'avait pas encore donné l'ordre. À ce moment-là, des chacals de la masure commencent à apparaître et, avec une excellente coordination et facilité, l'équipe les élimine un par un. Cependant, le chef est surpris, se demandant pourquoi ils apparaissent dans une masure de rang A. Quand Jin-woo demande, la mage répond qu'ils apparaissent normalement dans des masures de rang C. Jin-woo se penche pour regarder les corps et remarque qu'ils portent des colliers. Peu après, un groupe d'orques rouges surgit, prêt à en finir avec l'équipe, lançant la première attaque qui est défendue par Kim Sang-sik. Voyant sa puissance, le tank du groupe essaie de provoquer les orques, mais la compétence ne fonctionne pas, et il avertit tout le monde de faire attention. Les orques attaquent alors la ligne arrière de l'équipe, qui parvient à résister au premier impact. Les membres commencent à se défendre seuls, mais le grand nombre d'orques cause des difficultés, et la guérisseuse ne parvient pas à aider tout le monde. Kim Sang-sik se rend compte que les chasseurs de rang B ne sont pas assez forts pour ces orques. Il essaie de les organiser en trio, mais à ce moment précis, un chasseur perd un bras. Heureusement, il y avait une guérisseuse avec eux. En peu de temps, l'équipe est dominée par les orques. Au moment critique, où l'un des chasseurs est sur le point d'être tué, Jin-woo entre dans la lutte en utilisant sa capacité de furtivité ainsi que la main du souverain, parvenant à éliminer l'orque agresseur. Tandis que Jin-woo continue d'affaiblir les orques sans être vu, créant un avantage pour son équipe, l'une des magiciennes l'observe. Cependant, il ne s'arrête pas, car il est incapable de regarder quelqu'un mourir sans rien faire. L'équipe d'incursion a continué d'avancer avec la confiance retrouvée tout en éliminant les orques, sans comprendre pourquoi ils semblaient soudainement plus faibles. L'important, cependant, était de terminer la mission sans plus de pertes. Bien sûr, l'un d'eux est resté, traumatisé à jamais, mais c'était un dommage collatéral. La magicienne, qui avait remarqué la furtivité de Jin-woo, a préféré rester silencieuse. Elle pensait qu'il avait ses raisons de ne pas révéler ses actions, et plus important encore, elle a reconnu que grâce à lui, ils étaient encore en vie. Ensuite, l'un des membres demande au chef s'il devait continuer, étant donné que l'endroit était dangereux et qu'ils auraient besoin de renforts. Au moins 5 personnes de plus, 2 guérisseurs et 3 mages. Percevant le doute du leader lors de sa première fois en tant que commandant, ils disent qu'ils comprennent ce qu'il ressent, mais que peut-être reculer serait la meilleure option. Kim Sang-sik reste indécis jusqu'à ce que Jin-woo intervienne, disant qu'abandonner n'est pas facile et que tout le monde veut conquérir des donjons, mais qu'un leader intelligent sait quand reculer. Finalement, Kim Sang-sik prend sa décision et informe tout le monde qu'ils vont se retirer. En arrivant à la sortie, il réalise qu'elle est bloquée par une barrière et se demande qui pourrait avoir le pouvoir de contrôler une magie si forte. Néanmoins, la magicienne de l'équipe dit qu'avec un peu de temps, elle pourrait enlever le blocage. À cet instant, ils ressentent un grand pouvoir magique, ce qui pousse les magiciens à se dépêcher de briser la barrière. Mais soudain, ils sont affectés par une malédiction. Alors que Jin-woo se demande pourquoi à l'extérieur on ne ressent pas ce grand pouvoir magique, en appelant la guérisseuse pour aider les magiciens, il voit une grande quantité d'orques, surprenant tout le monde. Kim Sang-sik s'approche d'eux et le chef des orques se présente comme Kargalgan, confirmant que c'est lui qui a bloqué l'entrée, puisqu'il est le grand sorcier de la tribu orque. Kim Sang-sik réalise que ce n'est pas le soldat orque qui parle, mais le chef du donjon utilisant le corps du soldat. Celui-ci leur dit qu'il est impatient de les rencontrer, c'est pourquoi ils ont 2 options, aller le voir avec les soldats ou affronter ces orques. Kim Sang-sik demande à Jin-woo de profiter de l'occasion pour sortir du portail lorsqu'ils iront voir le chef. Son plan est de le distraire pour que Jin-woo puisse s'échapper à un moment de faiblesse. La magicienne en profite pour lui demander de transmettre un message à sa famille, un testament avec ses dernières volontés, puisqu'il n'est pas obligé de rester, contrairement à eux, qui ont été entraînés à mourir.
Cette situation rappelle à Jinwoo le donjon double, lorsque ses compagnons l'ont abandonné. Il confirme alors qu'il fera ce qu'elle a demandé, bien qu'il espère que cela ne sera pas nécessaire. En dehors du portail, la chasseuse Chai cherche Jinwoo. Le chef de l'exploitation minière informe qu'il est à l'intérieur du portail, ce qui la laisse stupéfaite. Chai trouve étrange que Jinwoo soit entré comme porteur dans le portail de rang A, alors qu'il est supposément de rang E. De plus, elle semble se souvenir de l'avoir vu avec une arme près de la salle du chef auparavant, ce qui alimente ses soupçons. C'est pourquoi elle avertit le chef des mineurs qu'elle va entrer et prend une pioche, le seul outil disponible qu'elle pourrait utiliser comme arme. Pendant ce temps, Jinwoo et les autres chasseurs arrivent dans la grande salle du chef. Ils observent l'énorme quantité de hauts orques autour et savent que s'ils sortaient, ils pourraient facilement détruire une ou deux villes, surtout les 4 qui se trouvent devant le chef, dont l'aura est bien supérieure à celle des autres. Le chef décide de leur parler. Bien que l'intention initiale du chef d'équipe soit de le vaincre pour éviter une catastrophe, tous ressentent les effets de la présence magique écrasante du chef. Il explique qu'il les a amenés là pour s'amuser, et qu'il prévoit de les torturer, de les tuer et de dévorer chacun d'eux. Kim Sang-sik rejette fermement ses intentions et donne le signal à son groupe d'attaquer, mais la peur empêche ses compagnons de bouger. Néanmoins, Kim Sang-sik avance seul contre le chef, qui se défend avec un champ protecteur, et utilise ensuite la magie de gravité pour le projeter contre le plafond et le mur, à plusieurs reprises. Avant de porter le coup final, Jin, Woo se déplace avec une vitesse incroyable pour le sauver et le poser au sol. Ali commande qu'ils ne devraient pas interférer, puisque le donjon appartient à leur guilde. Mais comme ils sont en danger, il demande la permission de tous les vaincre. Pendant qu'il attend la réponse, l'un des hauts orques gardiens tente de l'attaquer. Jin, Woo utilise l'autorité du souverain pour l'arrêter et le projeter violemment contre le plafond. Quelques secondes plus tard, Kim Sang-sik donne la permission à Jinwoo. Avec l'autorisation accordée, Jinwoo se positionne devant le chef et invoque ses ombres. Cette fois, il utilise une nouvelle compétence qu'il a apprise, qui augmente considérablement les attributs de ses ombres, dans une zone spécifique. Au signal d'attaque de Kargalgan, les ombres de Jinwoo combattent la horde orque avec Igris, Iron et Tank, montrant une nette supériorité. Jinwoo participe également au massacre, exhibant des mouvements qui impressionnent les chasseurs, par leur similitude avec ceux de Chai. Kargalgan utilise alors ses incantations pour détruire les ombres, sachant que si Jinwoo dépense toute sa mana, il se retrouvera sans son armée. Jinwoo se concentre sur l'esquive des sorts puissants, réalisant que le chef le force à garder ses distances avec des attaques à longue portée. Pendant ce temps, Jincho et ses hommes arrivent à l'entrée du portail. En analysant le niveau, ils confirment qu'il s'agit d'un portail de rang A, proche du rang S, indiquant une erreur d'évaluation initiale. Jincho demande qu'ils vérifient la situation de l'équipe à l'intérieur avant d'entrer pour offrir leur aide. Face aux provocations de Kargalgan, Boishus BC, Jinwoo révèle qu'il possède des potions de mana, Yep, Jiobushiyu, et pour un impact plus grand, il réanime les ombres des hauts orques tombés, déclarant que la prochaine ombre à être collectée sera celle de Kargalgan lui-même. Voir cela choque Kargalgan, qui reconnaît quelque chose de familier et subit une erreur momentanée liée au système. Cependant, son ordre principal de tuer des humains prend le contrôle, et il recommence à agir comme d'habitude, ordonnant à ses gardiens d'attaquer. Hirom et Ingress engagent une bataille intense contre les orques gardiens, les vainquant grâce à leurs compétences bien supérieures. Voyant qu'ils gagnent progressivement la bataille, les chasseurs essaient de se joindre au combat également, mais le chef les immobilise avec des sorts et des malédictions. Ensuite, Kargalgan lance une combinaison de malédictions sur Jinwoo, essayant de le faire tomber, mais il montre une grande résistance au poison et aux malédictions. Lorsque Kargalgan active son champ défensif, Jinwoo ordonne à ses mages d'utiliser l'artefact qui double la magie, lançant un sort offensif puissant qui brise le bouclier de Kargalgan avec facilité. À ce moment précis, Chai arrive sur les lieux, stupéfaite de voir tant d'invocations combattre les monstres, bien qu'elle se concentre sur les blessés de sa guilde. L'attaque des mages met Kargalgan en colère, qui exécute une fois de plus une combinaison de chants, se transformant en géant en quelques secondes. Peu après, il utilise le chant du dragon de feu, lançant d'innombrables rayons de flammes dans toutes les directions. Profitant de l'immense taille de l'ennemi, Jinwoo utilise sa vitesse pour planter une dague dans son œil, altérant sa vision. Ensuite, il utilise l'autorité du souverain pour saisir une grande chaîne qui se trouvait dans la salle, et l'utiliser pour enrouler et faire tomber le chef géant, le tyran avec sa force extraordinaire. Jinshu arrive à temps pour voir la scène, restant sans voix, tandis que Jinwoo et ses ombres ne manquent pas l'occasion de finir le chef, qui revient à sa taille normale. Chai observe clairement la performance de Jinwoo, le reconnaissant comme un chasseur de premier ordre.
Avec Kargalgan vaincu, Jin-Woo prend rapidement son ombre. Ne se souvenant pas du nom original, il décide de l'appeler Tusk, et est surpris de voir son rang de chevalier d'élite. Un classement qu'il n'avait jamais vu auparavant. En remarquant que tout le monde s'approche de lui, Jin-Choo intervient, demandant aux chasseurs de garder le secret total sur ce qui s'est passé, car les informations sur Jin-Woo sont ultra secrètes. Kim Sang-sik dit à Jin-Woo qu'il avait certainement ses raisons de cacher son véritable rang, et d'agir comme porteur, mais il résume son discours à un remerciement, car grâce à lui, tout le monde est encore en vie. Plus tard, Kim Sang-sik discute de ce qui s'est passé avec Choi. Ce dernier demande l'avis de Kim Sang-sik sur qui serait le plus fort entre Jin-Woo et lui. Kim Sang-sik souligne simplement que Jin-Woo a été capable de nettoyer seul un portail de rang A, et Choi admet qu'il ne pourrait jamais accomplir une telle chose, reconnaissant ainsi l'énorme différence de pouvoir entre eux. Motivé par cela, tant Kim Sang-sik que Choi souhaitent recruter Jin-Woo pour la guilde des chasseurs. Le lendemain, une foule de journalistes se rassemble devant l'association des chasseurs, intéressés par l'acteur Lee Min-sung, qui s'est récemment éveillé en tant que chasseur. La poussière retombe dans le donjon des orques supérieurs, mais la tension à l'extérieur ne fait qu'augmenter. Jin-Woo a une fois de plus été le héros improbable, ajoutant le puissant Tusk à son armée des ombres. Cependant, sa performance impeccable et son pouvoir écrasant n'ont pas échappé à l'attention, surtout de Chai Hae-in, dont la curiosité ne fait que croître. Avec ses données bloquées et une odeur particulière qui intrigue la chasseuse de rang S. Jusqu'à quand Jin-Woo pourra-t-il garder son secret? Et comment la décision de tout garder secret affectera-t-elle l'avenir des guildes et la propre sécurité de Jin-Woo? Chai Hae-in confrontera-t-elle Jin-Woo directement? Comment les guildes réagiront-elles face au pouvoir croissant d'une figure inconnue? Et le plus important, combien de temps Jin-Woo pourra-t-il garder sa véritable identité cachée? Nous voulons connaître votre théorie. Commentez ci-dessous ce que vous pensez qu'il se passera ensuite. Si vous avez été enthousiasmé par cette bataille épique et les intrigues entourant Jin-Woo, laissez un like pour soutenir Turbo Nerd. Partagez avec vos amis qui aiment aussi Solo Leveling et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de cette incroyable aventure. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons les répercussions de ces actions et les nouveaux défis qui attendent Sung Jin-Woo. A bientôt! Retenez votre souffle, car le moment est arrivé. Dans Solo Leveling, le jeu change de manière spectaculaire. Fini de se cacher dans l'ombre. Sung Jin-Woo est sur le point de voir son pouvoir officiellement reconnu par l'association des chasseurs. Assistez à la réévaluation qui va laisser les maîtres de guilde bouche bée et briser toutes les normes. Alors qu'un acteur célèbre tente de voler la vedette, le véritable protagoniste émerge, déclenchant une course désespérée des plus grandes guildes pour le recruter. Mais le grand tournant n'est pas seulement le rang S. C'est la décision qu'un ami loyal prendra, défiant tout et tous pour rester aux côtés de notre monarque. Préparez-vous pour le chapitre qui change, tout. Et là, on voit Baek et Monsieur Choi arriver à l'association des chasseurs, où la presse est toute excitée avec des rumeurs selon lesquelles ils sont là pour recruter ce fameux Lee Min-sung. Baek, déjà agacé, lâche « C'est qui ce type, bon sang ?» Et Monsieur Choi précise également qu'ils ne sont pas là pour ces bêtises, bien qu'ils sachent qui est Lee Min-sung, expliquant que le gars a déjà signé avec la guilde des faucheurs et que leur affaire là-bas n'a rien à voir avec ça. Sans aucun potin croustillant à poursuivre, la presse perd rapidement intérêt et s'éclipse. Baek se souvient alors avoir entendu que Monsieur Choi avait eu des problèmes avec ce récent donjon de rang E, qui a failli devenir rang S. Monsieur Choi minimise, disant que ce n'était rien comparé à ce que la guilde du Tigre Blanc a subi dans le portail rouge où il y a eu de vraies pertes. Baek mentionne même avoir entendu que Monsieur Choi a presque supplié son aide. Mais Monsieur Choi insiste que les choses se sont bien terminées grâce à Jin-Woo, au point qu'il prévoit maintenant d'organiser une réception de gala pour Jin-Woo dans sa guilde. Baek convient que Jin-Woo les a également sauvés, et les deux commencent à discuter de qui réussira à le recruter. À ce moment précis, le maître de la guilde des faucheurs apparaît et demande s'ils se disputent pour ce fameux Lee Min-sung. Les deux répondent immédiatement qu'ils n'en ont rien à faire de ce type. Et c'est à ce moment-là que Jin-Woo arrive à l'association, complètement perdu avec toute cette agitation. Pendant ce temps, à l'école de Gina, les filles sont collées aux nouvelles concernant Lee Min-sung à l'association des chasseurs. Elles commentent comment Min-sung, un acteur avec une réputation bien ternie, est impliqué dans de nombreux scandales, avec des rumeurs selon lesquelles il sort avec toutes les actrices avec qui il travaille.
De retour à l'association, Min Sung lui-même parle à la presse avec une détermination surprenante. Il annonce qu'il a décidé de devenir chasseur, déclare qu'il va rejoindre la guilde des faucheurs sous la direction du maître, Lim Taek-gyu, ce qui amène la presse à demander si cela signifie qu'il va se retirer du monde du divertissement. Tout le monde est choqué qu'il ait pris une décision aussi drastique sans même connaître le résultat officiel de son évaluation. Mais avec un petit sourire confiant, Min Sung affirme qu'il sait déjà qu'il est un chasseur de rang A, et que son contrat avec la guilde des faucheurs ne dure que 2 petites années. Après cela, il retournera dans l'industrie, et d'ici là, ces scandales ne seront que de lointains souvenirs. Il fait semblant d'être prêt à risquer sa vie en combattant des bêtes magiques, peu importe son rang. À ce moment-là, alors que Jin-woo essaie de se faufiler discrètement dans l'association, les gardes de Min Sung l'arrêtent, disant qu'il ne peut pas entrer tant que la conférence de presse n'est pas terminée. À ce moment-là, Go Gun-hee entre en trombe et annonce que Jin-woo est son invité, rappelant qu'il avait spécifiquement demandé à ne pas organiser de conférence de presse à ce moment-là. Min Sung est irrité par l'intervention, mais Go Gun-hee s'en moque et emmène Jin-woo à l'intérieur immédiatement. La presse, désormais encore plus curieuse, commence à se demander qui est ce mystérieux Jin-woo. Pendant ce temps, Min Sung essaie de forcer l'entrée dans l'association pour faire son évaluation. Mais Jin-choo l'intercepte, lui signalant qu'il ne peut pas entrer maintenant car d'autres personnes sont en train d'être réévaluées. Min Sung, furieux, demande à Jin-choo s'il a conscience de qui il parle, menaçant qu'un mot de lui pourrait coûter son emploi à Jin-choo. Mais Jin-choo, manifestement sans avoir la moindre idée de qui il est, lui dit de rester dehors, sinon... Là, nous voyons Go Gun-hee accompagner Jin-woo jusqu'au lieu de la réévaluation, où Jin-woo remarque que Monsieur Choi et Baek sont présents pour observer ses résultats. En entrant dans la salle d'évaluation, avant de commencer à réévaluer son pouvoir, les évaluateurs demandent quelles compétences il utilise. Jin-woo fait une démonstration décontractée en invoquant un seul soldat, bien que Go Gun-hee sache très bien que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque Jin-choo l'a informé de ses véritables capacités. Décidant qu'il est temps de montrer de quoi il est vraiment capable, Jin-woo convoque son armée entière, déclarant qu'il peut faire venir quelques centaines de soldats supplémentaires quand il le souhaite. Go Gun-hee est visiblement choqué par cette démonstration, et tant Monsieur Choi que Baek peuvent ressentir l'intensité absurde de sa magie, si puissante qu'elle les amène à se demander si ses compétences surpassent même leur propre pouvoir. En peu de temps, le processus d'évaluation se termine, et Jin-woo reçoit une licence de chasseur de rang S. Il pense en lui-même qu'avec ce nouveau statut, personne ne soupçonnera s'il vend l'orbe de l'avarice, utilisant l'argent pour s'équiper correctement. Avec une détermination renouvelée, non, il décide que sa prochaine cible sera le château démoniaque, et Go Gun-hee a hâte de voir ce qu'il va réussir à faire. Ensuite, nous voyons Jin-woo sortir de l'association avec Monsieur Choi et Baek, attendant impatiemment de lui parler pour le recruter, mais il passe simplement devant eux, insistant sur le fait qu'il a d'autres affaires urgentes à régler. Dès qu'il ouvre la porte de l'association, il est pris d'assaut par des flashs d'appareils photo. Les médias prennent des photos de lui sans arrêt. Kim Sang-shik, surpris de voir son visage aux informations, montre les photos à Jina, qui est tout aussi choquée de découvrir que son frère est devenu un chasseur de rang S. Tous les proches de Jin-woo apprennent la nouvelle. Certains ne croient pas ce qu'ils voient, tandis que d'autres soupçonnèrent depuis longtemps que ce n'était qu'une question de temps. De retour à l'association, les médias ont changé leur attention de Min Sung et bombardent maintenant Jin-woo de questions. Pendant ce temps, Il-jin confie à son père qu'il n'a pas réussi à convaincre Jin-woo de rejoindre sa guilde. Il se souvient que Jin-woo a catégoriquement rejeté son offre, insistant sur le fait qu'il a une mission personnelle à accomplir seul. Jin-woo a expliqué que rejoindre n'importe quelle organisation maintenant ne ferait que retarder son progrès. Il a besoin de devenir plus fort par lui-même, et a ensuite demandé à Jin-woo de l'accompagner. Revenant au présent, Jin-woo supplie son père de le laisser suivre Jin-woo. En réponse, son père le réprimande pour ce qu'il considère comme une décision extrêmement égoïste. Il rappelle à Jin-woo qu'il avait initialement confié ce projet à son propre frère, le frère du père, juste pour changer de plan, à l'insistance de Jin-woo. Et maintenant, Jin-woo semble vouloir tout abandonner sans avoir rien accompli. Il défie Jin-woo, lui demandant s'il pense que c'est juste, ce qui pousse Jin-woo à se rappeler de ses expériences avec Jin-woo et à décider avec détermination qu'il doit aller avec Jin-woo de toute façon. En même temps, les employés de l'association sont occupés à tenir la presse à distance, empêchant qu'ils n'encerclent Jin-woo. Baek propose de ramener Jin-woo chez lui, arguant que gérer les médias serait très fatigant, mais Jin-woo insiste sur le fait qu'il n'en a pas besoin. Avec une vitesse impressionnante, il échappe aux reporters tout en couvrant son visage. Monsieur Choi est choqué par la force physique que Jin-woo a acquise, malgré sa base magique, et Baek a du mal à suivre ses mouvements avec ses propres yeux. Alors il se demande si Jin-woo est devenu encore plus puissant depuis la dernière fois qu'ils l'ont vu, et Jin-woo lui-même pense que tout ce qui reste maintenant est d'obtenir le bon équipement. Plus tard, nous voyons Jin-woo dans une maison de vente aux enchères.
ou un magasin spécialisé, où il dit à un employé qu'il cherche un article conçu pour la protection contre les attaques de feu. Lorsque l'employé demande à quoi cela est destiné, Jin-Woo explique qu'il a besoin de quelque chose pour supporter la chaleur intense à l'intérieur d'un donjon. Il montre une cape et quelques anneaux, notant que, bien qu'ils aient un prix raisonnable, le coût est encore un peu élevé pour lui. Il se demande si une réduction serait possible, mais l'employé informe que les prix sont fixes. Cependant, ils ajoutent que s'il parvient à briser le verre qui protège l'équipement, il peut l'emporter gratuitement. Jin-Woo est surpris par le commentaire de l'employé et se prépare à briser le verre. Juste au moment où il est sur le point de donner un coup de poing, l'employé intervient, expliquant qu'il plaisantait seulement et que même une légère vibration déclencherait une alarme en raison de la force incroyable du verre. Il s'excuse d'avoir exagéré dans la plaisanterie, laissant Jin-Woo un peu embarrassé. Frustré, Jin-Woo dit à l'employé qu'il préfère alors voir de vraies armes. Le spécialiste des armes l'emmène alors pour lui montrer une sélection de courtes épées, de dagues. En marchant, le spécialiste des armures remarque que Jin-Woo a, d'une manière ou d'une autre, réussi à fissurer le verre, même sans l'avoir touché. Pendant ce temps, une épée courte, particulièrement robuste, est présentée à Jin-Woo, et il a du mal à croire le prix exorbitant. Surtout parce que sa force se compare à peine, au mieux, à la défense venimeuse de Kasaka. En réponse, Jin-Woo sort la dague de Kasaka qu'il a récemment achetée dans sa boutique personnelle, et demande à l'employé combien elle vaudrait sur le marché. Ils disent avec confiance qu'elle pourrait être vendue pour environ 100 millions d'or, une somme qui le choque, étant donné qu'il a initialement payé seulement 2,8 millions. Cette révélation convainc Jin-Woo que les objets achetés dans la boutique sont super précieux, et il commence à penser qu'il n'a peut-être pas besoin de vendre l'orbe de l'avarice après tout. Faisant une pause, Jin-Woo va aux toilettes, et la scène change pour le siège de la guilde du Tigre Blanc. Là, Baek réfléchit à l'immense force de Jin-Woo, se demandant comment son second éveil a pu se terminer il y a longtemps. Cependant, il continue à devenir plus fort. Baek se demande s'il a abordé les choses de la mauvaise manière, et commence à envisager que peut-être Jin-Woo est un chasseur qui peut continuer à devenir plus fort indéfiniment. La narration passe ensuite à la maison de Jin-Woo, où Jin-Woo se rend compte que les médias ont finalement cessé de déranger leur maison. Un événement qui la réjouit, car cela signifie qu'elle peut retourner à l'école en paix. Jin-Woo suppose que l'association a dû intervenir pour garantir leur vie privée. En plaisantant, Jin-Woo suggère qu'il pourrait être à la télévision s'il le voulait, mais il implore de ne pas l'entraîner là-dedans. Jin-Woo hausse les épaules, admettant que c'est hors de son contrôle, et annonce ensuite qu'il sera absent pendant une semaine à partir de demain. Une révélation qui laisse Gina surprise et curieuse de connaître ses plans. À ce moment-là, Jin-Woo apparaît à la porte. Lorsque Gina demande s'il est l'un des amis de Jin-Woo, Jin-Woo précise qu'il est en fait le bras droit de Jin-Woo. Jin-Woo offre rapidement une explication, disant à Gina qu'il travaillera avec Jin-Woo la semaine prochaine. Bien que Jin-Woo semble un peu confus au début, une légère tape de Jin-Woo l'aide à comprendre, et il accepte volontiers de jouer le jeu. Le soir, nous trouvons Jin-Woo, profondément endormi, dans la chambre de Jin-Woo, tandis que Jin-Woo vérifie silencieusement Gina, pensant que peut-être les choses se sont enfin calmées, bien que maintenant tout le monde sache qu'il est un chasseur de rang S, donc il doit être extrêmement prudent. Pour garantir la sécurité, il invoque les gardes de Tank d'avant, mais remarque rapidement que seuls 3 sont présents, se rappelant que Tank en avait initialement 4. L'un des gardes lui rappelle que le 4e a été projeté contre le plafond par l'une des attaques précédentes de Jin-Woo, et son extraction d'ombre n'a pas pu le récupérer. Jin-Woo hausse les épaules, décidant que 3 gardes suffisent. Il laisse alors l'un d'eux avec 2 gardes ordinaires pour surveiller Gina. Alors, tandis qu'il est sur le toit, Jin-Woo réfléchit à la nécessité de renforcer la sécurité du quartier et ordonne à certains de ses soldats de patrouiller dans la zone, s'assurant qu'elle reste paisible. Au-dessus, nous voyons alors une majestueuse créature magique volante traverser le ciel. Le lendemain, Jin-Woo et Jin-Woo sont vus conduisant ensemble. Jin-Woo remercie Jin-Woo de l'avoir laissé passer la nuit, et Jin-Woo le rassure, disant qu'il n'a pas à s'inquiéter qu'il s'enfuit de chez lui. Jin-Woo demande alors à Jin-Woo des nouvelles de ses affaires à la tour de S, ou château démoniaque. Jin-Woo révèle qu'il est prévu qu'il s'entraîne pendant une semaine entière là-bas. À la grande surprise de Jin-Woo, après tout, il est déjà un chasseur de rang S. Jin-Woo répond simplement qu'il croit encore à la quête d'une plus grande force. Un sentiment qui ne surprend pas tant que ça, Jin-Woo. Plus tard, à l'intérieur de l'imposante tour démoniaque, Jin-Woo, orné de son anneau à base d'eau et de son manteau de vent, se lance dans sa dernière conquête. Il reçoit une mission pour tuer le monarque démon Baran, qui réside au dernier étage, avec une récompense promettant une pierre runique pour la compétence échange d'ombre. Plus 30 points de compétence. Excité par le défi et les récompenses offertes, il se téléporte au 66e étage.
Dans une autre scène, la mère de Gino est vue en train de discuter avec son père, étonnée que son fils soit parti de la maison. Tandis que le père semble indifférent, il s'évanouit soudainement. De retour au château démoniaque, Gino est engagé dans un combat avec le redoutable monstre boss. Dans le feu de la bataille, il invoque Tuske et lui remet l'orbe de l'avarice. Tuske répond en libérant un puissant sort de feu, qui réduit le monstre en cendres. Impressionné par la démonstration, Gino décide de réfléchir attentivement à l'utilisation des compétences de Tuske à l'avenir. Plus tard, nous voyons le père de Gino se réveiller à l'hôpital, sachant que Gino est venu lui rendre visite. Sa femme avoue qu'elle a menti à Jinho en disant que l'effondrement était dû à un surmenage et il se rappelle de l'explication sombre du médecin. Il a contracté ce qu'on appelle la maladie du sommeil éternel. Une condition où la personne est dominée par le sommeil jusqu'à finalement tomber dans un sommeil sans fin. Le père de Gino se demandait pourquoi il avait contracté cette horrible maladie. Et le médecin a expliqué que les personnes avec une faible résistance à la mana y sont particulièrement sujettes, si elles y sont exposées pendant longtemps. Le médecin a même demandé si l'un de ses amis ou parents était chasseur, ce qui a fait penser à lui et à sa femme à leur propre fils, Gino. Mais le médecin a admis que la cause exacte n'était pas encore confirmée. Frustré, le père de Gino a alors commencé à se demander s'il avait peut-être été complètement anéanti par ce monde cruel. Pendant ce temps, à la frontière du pays, une escouade de chasseurs patrouillait la zone lorsqu'ils ont rencontré cette bête magique volante que nous avons vue auparavant. Ils se sont arrêtés, tous se grattant la tête et se demandant ce que diable c'était. De retour au château démoniaque, Jinwoo a monté de niveau après ses récentes batailles. Il explique qu'il a réorganisé ses soldats en 6 équipes séparées, chacune opérant de manière autonome avec 2 ordres simples. Premièrement, éliminer tous les ennemis visibles, et deuxièmement, le prévenir dès qu'il trouve la permission. Il admet que cette stratégie signifie qu'il ne pourra pas récupérer de butin à part la permission, mais c'est un plan plus efficace dans l'ensemble. Cependant, ses progrès ont considérablement ralenti depuis qu'il a atteint le 80e étage. Alors qu'il réfléchit à ce qui pourrait causer le retard, il remarque soudainement une chute drastique de son MP. Il s'avère que quelqu'un a continuellement éliminé ses soldats, visant spécifiquement son équipe A. Jinwoo est choqué qu'un ennemi ici puisse vaincre une équipe de ses orques de haut niveau. Alors, il rappelle son équipe et part personnellement enquêter. En arrivant sur place, il découvre que l'équipe B a également été touchée et conclut que l'ennemi doit être vraiment puissant. Mais quelque chose ne fait pas sens. Il souligne que l'équipe de Tuske était beaucoup plus proche de l'équipe A. Cependant, l'ennemi a choisi d'attaquer l'équipe B, qui était plus éloignée. Il réalise que cet adversaire devait savoir que Tusk était trop puissant pour être affronté, et pour cette raison a délibérément choisi des adversaires plus faibles. Jinwoo déduit alors que la prochaine cible sera probablement l'escadron des ours de glace. Et en effet, il aperçoit bientôt quelques chevaliers démons attaquant les ours de glace. Les chevaliers démons détruisent les ours comme s'ils n'étaient rien, et Jinwoo les observe en mode furtif. Satisfait de sa performance, il désactive la furtivité. L'un des chevaliers s'avance contre lui, mais il neutralise rapidement l'attaquant. Puis, alors que 2 autres attaquants entrent dans la mêlée, il les démembre facilement, ne laissant que leur chef debout. Il avance contre elle, mais elle semble effrayée et recule. À ce moment-là, Jinwoo réfléchit à sa curiosité ancienne de savoir si les bêtes magiques ressentent la peur, et confirme finalement avec un sourire malicieux que oui, elles ressentent une peur terrible. Alors que le combat s'intensifie, il affronte la chef ennemie dans un affrontement brutal, manquant de peu de lui porter un coup fatal, jusqu'à ce que, dans un retournement de situation inattendu, elle se rende avant qu'il ne puisse donner le coup final. Alors que sa voix résonne à travers le tumulte, il se rend soudain compte qu'il s'agit d'une femme. Après avoir retiré son casque, il observe ses traits avec surprise. Elle implore la miséricorde, laissant Jinwoo stupéfait de voir que celle qui avait déclenché la bataille supplie maintenant pour sa vie. Il lui répond alors froidement, soulignant qu'il a déjà éliminé tous ses compagnons. Impassible, elle insiste sur le fait qu'il est du devoir inévitable des chevaliers de protéger leur seigneur à tout prix, convaincu que sa propre sécurité est le fondement de la prospérité de son peuple. Pour lui cependant, son argument ne ressemble à rien d'autre qu'à un discours égocentrique. Indifférent à ses supplications, il se retourne pour partir, mais lorsqu'il regarde en arrière, elle fonce de nouveau sur lui. Mais avant que son attaque ne puisse l'atteindre, Tusk intervient pour le protéger. Déconcerté, il exige de savoir ce qu'elle compte faire et elle supplie une fois de plus pour sa vie, promettant de faire tout ce qu'il demandera. La scène change brusquement pour une île isolée, où une sinistre fourmi volante s'est infiltrée dans la zone, semant la destruction sur son passage et massacrant tous ceux qu'elle rencontre. De retour au château démoniaque, la jeune fille se présente comme Ezo, la fille aînée de la famille Hajiro. Jinwoo, cependant, commente que ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Il espérait en apprendre davantage sur le système avec elle, tout comme il l'avait fait avec Baruka, le chef des elfes de glace.
et il la presse en lui demandant si elle est tourmentée par des voix lui ordonnant de tuer des humains. Eso nie cela, admettant plutôt qu'il y avait un ordre différent, celui de protéger l'espace. Intriguée, Jin-Woo demande quand cet ordre a commencé. Elle avoue que tout a commencé au moment où elle est arrivée ici, et, lorsque Jin-Woo la presse sur l'endroit où elle se trouvait auparavant, elle répond qu'elle était dans le royaume démoniaque et que tous ne se sont retrouvés ici qu'après avoir repris conscience. Intrigué, il se demande à voix haute ce qu'il faisait dans le royaume démoniaque. Soudain, quelque chose d'étrange se produit. Elle commence à agir de manière robotique. Sa voix devient monotone alors qu'elle explique qu'il se préparait à la guerre. Lorsqu'il lui demande contre qui il se préparait à se battre, elle révèle que c'était contre un ennemi redoutable, si puissant que les démons ont dû s'unir pour avoir une chance, et qu'ils étaient sur le point d'affronter cet adversaire redoutable. Mais dès qu'elle commence à donner plus de détails, un message d'erreur sort soudainement de sa bouche, annonçant que les détails sont confidentiels, et que la conversation est désormais verrouillée. Avant qu'il ne puisse insister davantage, elle s'évanouit et Jin-Woo la rattrape rapidement, réalisant qu'il ne peut plus obtenir d'informations supplémentaires. La scène se déplace alors vers une réunion à l'Association des chasseurs. Les autorités examinent des photos de la récente attaque de la fourmi volante sur les îles périphériques japonaises, et Jin-Choo rapporte que l'attaque a fait un total de 294 victimes, avec 108 chasseurs ayant pris part au combat. Parmi les morts se trouvaient 4 chasseurs de rang E, 1 de rang C et 1 de rang B. Gogan-hee est stupéfait qu'un seul monstre puisse causer autant de dégâts, et Jin-Choo ajoute que la créature a finalement été abattue par un chasseur de rang S arrivé sur les lieux. Goguni en déduit que les fourmis ailées doivent posséder une force de rang S, un fait confirmé par Jin-Choo, qui cite les découvertes du département d'enquête après avoir disséqué le monstre. Goguni fait alors remarquer que l'île attaquée se trouve à seulement 120 km de l'île de Jeju, avertissant que si ces fourmis développent des capacités de vol encore plus grandes, elles pourraient facilement atteindre l'extrême sud de leur nation. Il demande immédiatement de l'aide au Japon, et demande à ce que les pays voisins soient alertés. Il déplore que la menace inévitable soit arrivée. Il voulait attaquer en premier pour éviter des pertes, mais il semble qu'il soit déjà trop tard. Déterminé, il déclare que la 4e mission d'assaut sur l'île de Jeju est officiellement lancée. De retour au château démoniaque, Eso s'excuse auprès de Jin-Woo d'avoir soudainement perdu connaissance. Il lui demande gentiment si elle va bien, et elle le rassure, affirmant que tout va bien, allant même jusqu'à lui demander s'il s'est inquiété. Il admet qu'il s'est effectivement inquiété. Il demande alors si sa maison est proche. Eso indique une maison juste devant eux et ils y entrent. À l'intérieur, son père est surpris par la visite inattendue et se demande si elle n'a pas remarqué les innombrables troupes surgissant silencieusement de son ombre. Jin-Woo remarque avec appréciation que le père d'Eso est très perspicace, mais bientôt les forces du père d'Eso les encerclent, déclarant qu'ils ne le laisseront pas sortir vivant. Eso intervient, suppliant son père de reculer, tandis que Jin-Woo rappelle calmement à son père qu'il a promis à Eso de ne blesser personne, tant qu'il en recevrait la permission. Ayant entendu que Jin-Woo a vaincu à la fois Vulcan et Métus, son père est convaincu que Jin-Woo n'est pas un adversaire qu'ils peuvent battre. À contre-cœur, il accorde la permission, ordonnant à Jin-Woo de partir. Puis, avec une audace inattendue, Jin-Woo demande s'il pourrait aussi emprunter sa fille. Effrayé, son père exige une explication. Alors Jin-Woo explique qu'Eso avait mentionné plus tôt qu'elle connaissait l'emplacement des permissions à tous les étages. Son père lui demande alors si Jin-Woo peut garantir la sécurité de sa fille, ce à quoi il promet que oui. Satisfait, le père accepte l'accord, ce qui pousse Jin-Woo à demander à Eso de le guider. Ailleurs, on voit des scientifiques occupés à disséquer la fourmi volante, examinant chaque détail avec beaucoup de soin. De retour au château, Jin-Woo poursuit son ascension régulière à travers les étages, et se retrouve bientôt au 89e étage. Là, il remarque qu'Igris et Tank ont tous deux gagné un niveau, l'un portant désormais le titre de chevalier d'élite, tandis que l'autre n'est qu'un chevalier. Il réfléchit alors que l'un d'eux rivalise désormais avec la force d'un aventurier de rang S, tandis que l'autre est comparable à un aventurier de rang A. Pendant ce temps, Eso a préparé plusieurs cadeaux pour les nobles des étages supérieurs, dans l'intention de négocier des autorisations grâce à ses offrandes. Mais Jin-Woo rejette la nécessité de tels pots de vin. Eso le prévient alors que les étages au-dessus du niveau 90 sont gérés par des nobles de haut rang, à un niveau complètement différent de ceux qu'il affrontait jusqu'à présent. Ainsi, obtenir des autorisations simplement en discutant sera extrêmement difficile. Jin-Woo acquiesce, commentant sans détour que personne ne prend la peine de discuter avec ceux qu'il considère comme faibles. Il rappelle que sa famille est engagée dans une compétition féroce avec d'autres nobles démons, et promet qu'il élèvera sa famille, pour qu'elle devienne la plus puissante de ce royaume. Ezio lui demande alors pourquoi il a épargné sa famille, et Jin-Woo répond franchement que c'est parce qu'il l'aime bien, la faisant rougir et se sentir gêné.
Jinwoo réfléchit qu'il s'entend vraiment bien avec des gens simples comme elle et Dingyo. Puis il dit à Ezio de rentrer chez lui maintenant. Il lui rappelle qu'elle vient de prévenir que les choses allèrent devenir difficiles à partir de maintenant, et il ne veut pas l'entraîner dans le danger. Mais avant qu'elle ne parte, il lui demande de révéler les emplacements de la permission. Nerveuse, elle se demande si elle lui est inutile, mais il lui assure que ce n'est pas le cas. En réalité, il pense qu'il ne serait pas prudent pour elle de continuer à l'accompagner. Toujours déterminée à le suivre et à être témoin de ses exploits, elle insiste pour l'accompagner. Il accepte alors et ensemble, ils montent au 90e étage. Là, Jinwoo combat les monstres qui s'avancent et se rend compte qu'Ezio avait raison. Autant la force que le nombre absolu de monstres dans cette zone dépasse de loin ceux des niveaux inférieurs. Cependant, il parvient à progresser sans grande difficulté jusqu'à finalement atteindre le 97e étage. La scène se déplace alors vers la guilde des Hunters, où l'on apprend que Monsieur Choi ainsi que Chae ont reçu une convocation pour la 4e expédition sur l'île de Jeju. Monsieur Choi révèle que tous les chasseurs de rang S du pays ont été mobilisés, et Chae se demande si cela signifie que Jinwoo sera également impliqué. Il lui annonce alors qu'ils vont coopérer avec le Japon cette fois-ci, car les fourmis volantes menacent aussi cette région. Chae demande quand l'attaque commencera, mais aucun horaire précis n'a encore été décidé, bien qu'il pense que cela débutera bientôt, car les chasseurs de la guilde géante du Japon doivent arriver dans leur pays aujourd'hui même pour discuter de la situation. Pendant ce temps, on voit Jinwoo au 100e étage du château démoniaque, où il aperçoit un wyvern tournoyant au-dessus de lui. La créature atterrit, et monté sur elle se trouve nul autre que le seigneur démon Baran. Jinwoo est impressionné par l'aura écrasante qui émane de Baran et se demande s'il a la moindre chance de le vaincre. Il est paralysé par la peur en voyant le monarque démoniaque, et Jinwoo comprend qu'il doit d'abord faire tomber Baran de sa monture, car affronter un adversaire dans les airs serait bien trop difficile. Baran s'envole alors vers le ciel, invoquant des démons pour attaquer Jinwoo. Ezio panique, ne sachant pas quoi faire. Et Jinwoo convoque rapidement son armée, désormais renforcée par sa maîtrise du pouvoir du monarque. Ensemble, ils affrontent les démons invoqués et les éliminent facilement, ce qui émerveille Ezio devant la puissance de Jinwoo. Pourtant, elle reste incertaine quant à savoir s'il pourra finalement l'emporter contre Baran, puisqu'il n'est qu'un envahisseur. Et elle se demande de quel côté elle devrait finalement se ranger. Baran libère alors un torrent d'éclairs qui s'abat du ciel dans une attaque de zone dévastatrice, décimant les soldats de Jinwoo et drainant une grande partie de sa mana. Ezio est presque prise dans la tempête, mais Jinwoo la protège rapidement. Il se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un éclair ordinaire, mais d'une attaque à longue portée avec un effet d'étourdissement. Bien qu'il sache que ses soldats peuvent être ressuscités, des frappes répétées comme celle-ci vont rapidement épuiser ses PM. Déterminé à agir avant que ses ressources ne soient complètement épuisées, il active ses compétences de sprint et de furtivité pour foncer vers Baran et viser son wyvern. Cependant, Baran bloque son attaque sans effort et Jinwoo est surpris que sa furtivité ait été détectée. Baran projette alors Jinwoo violemment au sol et attaque avec un souffle électrique téléguidé. Jinwoo esquive l'attaque, mais il est intercepté par Tank qui le sauve à la dernière seconde. À ce moment-là, Inglis intervient et tranche la tête du wyvern, faisant tomber Baran avec fracas. Jinwoo pousse un soupir de soulagement, heureux que le seigneur démon ait été forcé de descendre au sol, car il commençait à se lasser de devoir toujours lever les yeux. La scène se déplace alors vers une autre association de chasseurs, où une réunion est en cours avec Goto Ryuji, le maître de la guilde Drowsword, accompagné de son interprète, Ankawa. Goguni explique que la guilde Drowsword est l'une des plus grandes du Japon, comptant 11 chasseurs de rang S, et étant la deuxième plus grande guilde d'Asie. Il commande que Goto dégage une aura inspirante, et qu'il est vraiment à la hauteur de sa réputation légendaire. Ankawa remercie alors l'association d'avoir accepté leur proposition de former une équipe d'attaque conjointe. Goguni, ne voulant pas attirer l'attention, lui demande de ne plus en parler, car après tout, c'est eux qui ont demandé du soutien en premier. Ankawa explique alors que leurs recherches, basées sur les informations recueillies et la dissection des fourmis ailées, ont révélé 2 points cruciaux pour la mission. Premièrement, les fourmis volantes grandissent rapidement après l'éclosion, mais n'ont qu'une espérance de vie d'1 an, ce qui signifie que si la reine est tuée, le reste mourra en moins d'1 an. La deuxième découverte clé concerne le comportement des fourmis. En se basant sur les rapports de 3 missions d'attaque précédentes, les chercheurs ont découvert que les fourmis sont fortement attirées par une puissante énergie magique. Inkawa commente que cette caractéristique sera cruciale pour élaborer une stratégie lors de la prochaine mission. Et Goguni est d'accord, notant qu'ils ont analysé les mouvements des fourmis avec une précision remarquable. Ankawa traduit alors pour Goto, expliquant que leur guilde prévoit d'envoyer 10 de ses 11 chasseurs de rang S, tous chargés d'attirer les fourmis, tandis que les chasseurs coréens sont censés éliminer la reine fourmi.
Shinju exprime alors quelques réserves, soulignant que cette stratégie pourrait forcer les chasseurs japonais à affronter de front des milliers de fourmis. Goto cependant reste serein, car ces chasseurs ne feront office que d'appât au lieu de s'engager dans un combat total. Et leur simulation d'IA confirme que c'est le plan idéal, et Gogoni est d'accord avec le plan. De retour au château démoniaque, l'armée de Jinwoo poursuit sa bataille féroce contre les démons, et Jinwoo lui-même se bat sans relâche. Il trouve à peine le temps d'avaler une potion de mana avant de remarquer que ses PM diminuent rapidement. Nous voyons alors Ingris, Iron et Tank engagés dans un combat contre Baran, qui semble bloquer sans effort toutes les attaques reçues, y compris le coup de Jinwoo lui-même. Et dans un moment brutal, Baran attrape Jinwoo par la tête, prêt à en finir avec lui. Cependant, Ingris intervient, interceptant l'épée de Baran, et Jinwoo en profite pour trancher l'une des mains de Baran, tandis qu'Ingris poignarde l'autre, et l'armée d'ombre de Jinwoo retient le démon. En représailles, Baran libère un autre souffle électrique qui élimine une grande partie des forces de Jinwoo, le laissant alarmé alors que ses PM atteignent des niveaux critiques. Impassible, Baran invoque ses lames et affronte Jinwoo dans un échange rapide de coups. Le duel à grande vitesse voit Baran prendre progressivement le dessus sur Jinwoo, allant même jusqu'à le désarmer. Alors que Baran tente de lancer un souffle électrique final, Jinwoo saisit ses bras. À ce moment-là, Baran attaque de nouveau avec son souffle électrique, mais dans un retournement soudain, Ezio lance sa lame pour détourner son attention. Profitant de l'occasion, Jinwoo canalise le pouvoir de la main du souverain, et, dans une démonstration de force brute, il arrache les bras de Baran. Refusant d'abandonner, Baran tente une fois de plus de libérer un souffle électrique, mais Jinwoo riposte avec un uppercut dévastateur qui arrache la tête du démon de son corps, le vainquant une bonne fois pour toutes. Jinwoo collecte alors l'âme de Baran, complétant ainsi sa mission de collecte d'âmes, et ordonne à Ezio d'informer son père que la famille Ajru est désormais destinée à atteindre le sommet des rangs dans cette tour. Jinwoo a enfin acquis le sang purifié du monarque démon, et avec cet ingrédient crucial, il possède maintenant tous les ingrédients clés nécessaires pour préparer l'insaisissable élixir de vie. Et ainsi, avec la tête de Baran roulant à terre, Jinwoo obtient enfin le dernier ingrédient pour l'élixir de vie. Une victoire épique au château démoniaque, mais qui laisse des questions en suspens. L'aide inattendue d'Ezio a été cruciale, mais quel sera l'avenir d'elle et de sa famille maintenant que Jinwoo a promis de les élever? Alors que notre héros se rapproche de la guérison de sa mère, la menace des fourmis sur l'île de Jeju grandit, avec un plan risqué en cours entre la Corée et le Japon. Jinwoo, maintenant rang S et dont la puissance ne cesse de croître, participera-t-il à la bataille? Le voyage continue. À ton avis, que fera Jinwoo? Utilisera-t-il l'élixir ou se préparera-t-il pour l'île de Jeju? Et quelles sont tes attentes pour la bataille contre les fourmis? Laisse ta théorie juste en dessous. Si tu as vibré à chaque combat, chaque stratégie et chaque révélation, laisse un like pour soutenir la chaîne. Partage avec tout le monde qui doit voir ça, et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines étapes palpitantes de Sung Jinwoo. La prochaine vidéo promet la préparation pour la guérison et la tension avant Jeju. Ne rate pas ça.